Voilà, si vous avez l'amabilité de regagner vos places pour que nous puissions tenir les délais qui nous sont donnés. Nous cherchons encore le troisième interpellateur. Donc je vous propose de redémarrer cette discussion sur l'avenir de l'information. La question des professionnels n'est pas close. Il y a un certain nombre de questions relativement abruptes qui ont été posées aux professionnels, qui pourront être reprises notamment dans le défi politique. Quel est le rôle des professionnels au niveau de l'écosystème tout entier? Je vous propose de commencer par une question, elle aussi fondamentale, le nerf de la guerre, c'est-à-dire les défis économiques qui se posent désormais à l'information. Et pour cadrer ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Charon, ingénieur d'études honoraires au CNRS, chercheur associé à l'EHCSS et auteur tout récemment d'un ouvrage intitulé « Des rédactions en invention » et qui, en 5 minutes, va poser le cadre de ces questions économiques. Oui, je vais essayer de vous donner quelques repères sur le sujet. Bon, déjà, il faut revenir certainement, pour ceux qui connaissent moins le secteur, sur ce qu'étaient effectivement les modèles économiques des médias et se souvenir que, se constituant au XIXe et au XXe siècle, ils reposaient pour la presse écrite sur l'achat par le lecteur et sur la publicité. Il faut se souvenir aussi qu'en matière de presse écrite, la double option abonnement et vente au numéro favorisa le lectorat populaire dès la seconde moitié du XIXe siècle. Pour la radio et la télévision, on est aussi sur un système qui fut mixte, puisqu'il reposait à la fois sur la publicité et ou un financement public, jusqu'à l'arrivée de la Pay TV, donc, où le public intervient dans ce financement. Ce qui est surtout important, c'est de noter que ces modèles économiques avaient permis le développement des mass-médias. Ces mass-médias, c'est-à-dire des contenus fédérateurs qui prétendaient, au moins dans l'absolu et dans la théorie, de s'adresser au public le plus large possible. Qu'est-ce qui se passe dans la dernière décennie du XXe siècle? Eh bien, effectivement, c'est cette rupture sur laquelle nous réfléchissons tous, qui a été un peu évoquée, même si c'était beaucoup plus vaste, dans le film initial. Cette rupture, elle a une dimension bien sûr technologique qu'on évoque régulièrement, le numérique, mais il ne faut surtout pas oublier qu'elle a aussi une dimension sociologique, c'est-à-dire la montée de l'individu aux dépens du collectif. Alors cette rupture, elle déstabilise les anciens modèles économiques que je viens de décrire. Qu'est-ce qu'elle a principalement apporté ? Il faut bien prendre le poids de chacun des éléments. Elle a apporté effectivement la question de la gratuité. Elle a apporté aussi la question de la fragmentation des publics. Elle a apporté effectivement l'effondrement des ressources publicitaires. Et on reviendra là peut-être sur quelques chiffres pour en prendre la mesure. Et elle a évidemment apporté l'entrée en lice de nouveaux acteurs, les géants de l'Internet. Soit un déclin des mass-médias, que je viens d'évoquer, et l'arrivée d'intermédiaires qui se glissent entre les médias et le public. Et je crois que c'est une dimension qui a peut-être été suggérée, mais pas suffisamment présentée, cette question dans laquelle la relation traditionnelle du média à son public se trouve perturbée par l'introduction d'un tiers, que certains appellent des infomédiaires, un tiers qui, par ailleurs, pompe ou siphonne la ressource publicitaire. Soit la fragilisation des entreprises de médias, dont les modèles sont gravement en crise, surtout évidemment pour la presse écrite et singulièrement pour les quotidiens. C'est vrai que c'est moins évident pour la radio et pour la télévision, mais je regardais hier encore quelques chiffres sur le marché publicitaire britannique, par exemple, et je voyais que les ressources publicitaires de la télévision en Grande-Bretagne baissaient dans la dernière période. Simplement pour vous donner, en évitant d'être trop franco-français, pour vous donner une représentation de ce que signifie cette crise du modèle économique pour la presse écrite. Pour la France, entre 2007 et 2015, le chiffre d'affaires global de la presse écrite passe de 10,8 milliards €
à 7,5 milliards d'euros. Donc vous voyez, je crois que c'est un recul d'au moins 30%. Donc cette crise, elle a un premier effet qui est d'engendrer dans toutes les entreprises une chasse aux coûts et de fait une fragilisation de la production d'informations par la baisse des moyens consacrés aux rédactions, à commencer par les journalistes. Je crois que c'est quelque chose qui était évoqué un peu dans les creux de la discussion précédente, où on disait que les moyens manquaient. Quelques chiffres, là encore, peut-être un peu extrêmes, parce que tous les pays n'ont pas connu la même tendance, mais aux États-Unis, dans la décennie 2000, c'est moins 30% de journalistes. Dans la même décennie, à la fin de la décennie, avec la crise de la fin de la décennie 2000, pour l'Espagne, c'est également moins 30% de journalistes. Alors, quels sont, je dirais, les enjeux que l'on peut essayer de pointer quant à, effectivement, l'évolution du système d'information et à son économie? Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est moins de journalistes travaillant sur plus de supports pose immédiatement la question de la fragilisation de l'information. Et là, cette fragilisation, elle intervient à un moment qui est particulièrement délicat, puisque c'est celui où le public se trouve à un niveau d'éducation beaucoup plus élevé. C'est le moment où le public est plus exigeant, notamment en matière de fiabilité et d'expertise. C'est un sujet que vous avez abordé, notamment, évidemment, dans le contexte tout à fait immédiat de ce qu'on a appelé les fake news. Dans ce contexte, ne doit-on pas réinventer effectivement la structure des rédactions, notamment davantage les ouvrir de telle sorte que peut-être une partie du public, certains intervenants de la société civile soient davantage en interaction avec le travail des rédactions, mais c'est peut-être aussi la possibilité de développer un certain nombre de mutualisations entre ces rédactions. Je ne parle pas de ce qui a été évoqué tout à l'heure, une même rédaction travaillant pour plusieurs médias, mais des actes journalistiques qui sont menés conjointement par divers médias pour notamment, par exemple, dans le domaine de l'investigation. Je pense effectivement au travail de l'ICIJ ou au travail de Forbidden Stories, notamment dans le projet Daphné dont on a parlé ces derniers temps. Le second enjeu, me semble-t-il, c'est celui qui est lié aux stratégies de maximisation d'audience dans lesquelles un certain nombre de médias puissants se sont engagés dans une espèce de course folle face finalement au poids des géants du web, entraînant une course à la taille. Et là, cette question de la course à la taille pose évidemment la question pour les sociétés démocratiques de la concentration et des limites éventuellement, en tout cas des cadres de régulation qu'on peut imaginer face à ces questions de concentration. Le troisième enjeu, je voulais évoquer, concerne les stratégies d'information dites à valeur ajoutée. Il me semble que l'essentiel des médias aujourd'hui, que ce soit immédiatement ou à un peu plus long terme, qui ne sont justement pas dans cette course à la maximisation des audiences, sont obligés aujourd'hui de recentrer leur stratégie sur à la fois l'information à valeur ajoutée et la question de la monétisation de cette information. Cette monétisation, qu'elle passe par l'abonnement ou qu'elle passe par d'autres formes de paiement de l'information. Le défi aussi, c'est d'identifier et d'expérimenter ce qu'est cette information à valeur ajoutée que l'on évoque fréquemment, au-delà, je dirais, de quelques notions générales, expertise, nouvelle narration, engagement du public. Ce qui est certain, c'est qu'une des questions tout à fait cruciales auxquelles les entreprises de médias sont confrontées est celle de la maîtrise des moyens de leur innovation, sachant qu'on est dans un domaine où l'innovation ne fait pas partie, je dirais, des habitudes dans le travail des médias. Dans les faits, ces stratégies font converger la grande majorité des projets de création et d'innovation vers des médias qui sont plutôt aujourd'hui des médias de niche, ou en tout cas des médias qui s'adressent à des publics bien précis, on pourrait dire des publics ciblés.
Le quatrième enjeu que je voudrais évoquer, qui est présent d'ailleurs dans la plaquette que vous avez eue à l'entrée, le quatrième enjeu concerne précisément cette notion d'engagement du public. Peut-elle revêtir une dimension financière ? Que cela passe par une forme juridique, la forme juridique des entreprises. Est-ce que c'est au travers des questions de mécénat, de fondation ? La presse allemande a une expérience beaucoup plus grande dans ce domaine, par exemple. Ou est-ce que ce sont des statuts à imaginer dans lesquels, effectivement, le public trouve sa place en étant à la fois dans le financement et dans une part de la réflexion sur la vie dans l'entreprise? Ou est-ce que c'est dans le financement de contenu, dans le financement d'actes journalistiques? Je pense par exemple à des expériences comme ProPublica aux États-Unis, qui sont effectivement des expériences de financement d'enquête ou de financement de dossiers par le public. En revanche, ce que nous savons, hélas, c'est que en tout cas les enquêtes qui ont été faites aux États-Unis nous montrent que certes le public peut être mobilisable pour des axes d'enquête précis, ponctuels, mais en revanche montrent qu'il est beaucoup moins mobilisable pour faire vivre une rédaction. Le cinquième enjeu, j'ai presque fini, le cinquième enjeu découle, je crois, du développement, ça a été évoqué, ce développement de la recherche d'informations que j'appelle horizontale, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, notamment les jeunes, mais pas que, vont davantage en matière d'information d'abord se tourner vers des plateformes, vers des leviers de recherche de cette information, que ce soit les moteurs de recherche ou que ce soit les réseaux sociaux. Comment pourra-t-on combiner le paiement de l'information, une information peut-être à l'unité, face à ce mode de recherche d'information? Est-ce que l'on doit imaginer de nouvelles plateformes qui permettent cette articulation entre information à valeur ajoutée et ces pratiques de recherche d'information? Enfin, dernier enjeu qui me paraît pour moi être le plus brûlant, quelle offre en direction des publics les plus populaires? En effet, lorsqu'on observe les paysages qui se recomposent sous nos yeux, on voit que l'offre se recentre plutôt sur les publics peut-être les plus accessibles, les plus disponibles, les plus prêts à l'engagement, comme je l'évoquais à l'instant, des publics plutôt éduqués, des publics plutôt solvables, des publics qui sont davantage en prise avec la vie de la cité. Il me semble qu'au moment où les médias populaires voient se rétracter leur audience, voient se rétracter leur diffusion, eh bien, il y a là un énorme défi qui est posé à l'ensemble des médias et à l'ensemble des journalistes. J'ai relevé seulement 2 chiffres pour que les choses soient claires sur cette question du déclin de la presse populaire. Bild, le quotidien populaire allemand, dans les quelques dernières années qui viennent de s'écouler, a perdu 2 millions d'acheteurs par jour. Et pour prendre un exemple plus proche du vôtre, même s'il est dans une autre langue que la vôtre, en tout cas que la plupart d'entre vous, si je prends l'exemple de Blick, Christian Dorer, son directeur de rédaction, me disait récemment que Blick faisait 380 000 exemplaires il y a encore quelques années. Il est à 140 000 exemplaires. Merci. Merci, Jean-Marie Charon. Et j'invite à monter sur scène les 2 professionnels. Nadia Schletzer, vous prie de l'excuser, elle est malade. Serge Michel, ancien directeur adjoint du Monde, ancien du Temps et de l'Hebdo, rentré à Genève il y a 2 mois pour fonder un nouveau média. Et Laurent Keller, directeur et rédacteur en chef de L'Aimant Bleu TV, qui chacun, en 5 minutes, vont nous faire part des réponses qu'ils envisagent aux défis que Jean-Marie Charon vient de résumer. Laurent Keller. Bonjour à toutes et à tous. J'adhère parfaitement à ce qui vient d'être dit. On m'a invité pour raconter une expérience plus personnelle. Voici la mienne. J'ai pris la direction en 2015 d'un média en situation de quasi-faillite, un média local de télévision. Près d'1 million de déficits à un cheveu du dépôt de bilan, des revenus publicitaires en berne, des audiences en chute libre, un personnel abîmé, désorganisé, las, des outils de production en piteux état, 0 trésorerie, des fournisseurs en pétard, une procédure de surveillance de l'Ofcom. Bref, un cauchemar en cuisine,
Alors non, le journalisme n'est pas mort, comme le dit Michael Rosenblum, c'est une figure, une espèce d'autorité TV aux États-Unis, un peu palissante, mais quand même. Toutefois, oui, je dirais, certains médias se sont rendus coupables de ne pas avoir su ou voulu organiser le financement du journalisme, car sans revenus, pas de journalisme. Quelques éléments qui ont permis à Léman Bleu de retrouver l'équilibre financier depuis 2 ans, au risque d'enfoncer quelques portes ouvertes. Il y a le travail sur les charges, ça ne veut pas dire licencier, mais ça veut dire un organigramme simple, sur l'essentiel, une tête qui définit la ligne, une équipe de chefs de service qui l'applique avec des collaborateurs motivés. Savoir précisément qui l'on est et à quoi on sert dans le marché qui est le nôtre, pour opérer ensuite des vrais choix programmatiques. Ça peut paraître évident. En réalité, c'est ce qui est parfois le plus difficile, c'est d'opérer des choix programmatiques. Enfin, instaurer à l'interne un climat de travail positif, impossible de construire avec des journalistes ou des collaborateurs déprimés. Tout cela ne constitue pas encore un business model, c'est juste le prérequis pour espérer en trouver un. Le nôtre pourrait devenir plus serein si nous parvenons 3 choses principales. Travailler dans la complémentarité avec d'autres acteurs médiatiques romans, se serrer les coudes, autrement dit. La Suisse romande comme un grand studio avec ses complémentarités, à développer nos forces, nos atouts, nos avantages comparatifs, s'agissant de Léman Bleu, le local et la proximité et la vidéo, j'y reviendrai. Enfin, diversifier nos sources de revenus. En clair, si la pub se raréfie, il faut trouver autre chose pour financer le journalisme. Alors comment finance-t-on le journalisme à Léman Bleu ? Léman Bleu, au même titre que 40 autres télévisions et radios privées en Suisse, bénéficie d'un socle de base appelé la quote-part de redevance. C'est 5, bientôt 6% de la redevance totale perçue par la SSR. Je considère à titre personnel que c'est une saine dépendance, une chance qui nous permet de pratiquer un journalisme parfaitement libre et indépendant. Par ailleurs, qui dit redevance, dit interdiction pour les actionnaires de toucher des dividendes, ce qui permet de redistribuer l'argent disponible dans le contenu journalistique. Dans la catégorie divers, ici, vous voyez aussi l'aide de la ville et de l'État. Je reviens, pardon. La ville et l'État qui contribuent, qui soutiennent Léman Bleu dans sa quête de promouvoir l'instruction civique. Nous diffusons les séances parlementaires du Conseil municipal et du Grand Conseil. Nous estimons que c'est un acte de transparence qui permet de se former une libre opinion sur nos institutions, sur nos élus, sur les thèmes qui sont discutés dans le processus législatif. Ici, vous avez la carte, au fond, qui a été sortie pendant la campagne Nobilac, qui montre tous les médias, au fond, suisses, romans et alémaniques, qui disparaîtraient si la redevance avait été supprimée. La redevance, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Nous cherchons à engranger de la publicité dans nos médias. Hélas, je dirais, nos télévisions régionales, locales, attirent très peu de publicité nationale, au contraire des chaînes françaises, allemandes et de la SSR. Pour prendre l'exemple de Léman Bleu a touché 50 000 francs de publicité nationale en 2017. Sur un budget de 4,5 millions, c'est vraiment plus petit qu'une goutte. Nos vendeurs font des allers-retours à Zurich pour essayer de rappeler que nous existons. Ils se rendent à Zurich avec des paniers garnis, du saucisson, je crois que c'est du chocolat pour Genève, simplement pour rappeler aux agences alémaniques que nous existons du côté du lac Léman. Mais, soyons positifs, tout n'est pas perdu, puisque nous faisons de la vidéo. Et puisque nous faisons du local, des sujets parfaitement originaux, ce sont nos 2 forces. Small is beautiful. Notre marché à nous, c'est l'annonceur local, voire ultra-local. Les laiteries réunies de Genève innovent et proposent une large gamme de produits laitiers frais de haute qualité, labellisés Genève Région Terre Avenir. Découvrez le lait 100% genevois dans vos magasins préférés.
Voilà ce spot un peu en boutade, mais qu'on assume parfaitement, pour vous dire que ce spot a coûté 50 francs. Le vendeur est parti à la gazonnière, a obtenu gratuitement du magasin 2 mètres carrés d'herbe synthétique, et puis a fait un zoom caméra sur le jet d'eau. Et c'est un élément clé de notre business model. Nous devons être capables de faire des spots publicitaires très bon marché pour dégager des marges. Plus intéressant, financièrement, le sponsoring, là ça devient un peu plus prestigieux. Le sponsoring de la course de l'escalade par divers acteurs, ça va de l'institutionnel du magasin, à des entreprises de nettoyage ou des écoles. La course de l'escalade vous est présentée par Florimond, une école de sportifs d'exception. J'enchaîne toujours sur le sponsoring. Un peu par opportunisme, il faut savoir prendre les opportunités quand elles se présentent. Lorsque la Coupe de l'América propose à une chaîne locale de diffuser sa compétition, en général, il ne faut pas faire la fine bouche, il faut appeler Mirabeau. Pareil pour lorsque Roger Federer vous propose de diffuser son tournoi, la Laver Cup, on chipote pas trop. Plus sérieusement, je dirais qu'à côté de ces revenus classiques que sont la publicité, il y a ce que j'appellerais les opportunités de marché. C'est au fond les opportunités que l'on se crée, c'est les cadeaux que vous font la vie. Lorsque nous avons fait une transition vers le mobile journalisme, nous ne savions pas exactement pourquoi nous le faisions. C'était pour une quête de légèreté, c'était aussi parce que nous n'arrivions pas à renouveler des caméras traditionnelles. En réalité, cette quête de légèreté est devenue non seulement une source d'économie, mais une source de revenus. Aujourd'hui, nous pourrions devenir une école, tant les gens nous sollicitent pour les former à l'usage du smartphone. Il y a aussi les opportunités technologiques que nous pourrions saisir s'il le fallait. Aujourd'hui, la transmission via la 4G, bientôt la 5G en Suisse, fait de nous un acteur privilégié pour les grandes agences de presse, notamment AP à Londres, qui nous sollicitent de plus en plus. Nous ne sommes pas forcément organisés pour répondre à ce stade, mais qui nous sollicitent pour faire de la captation de grands événements, les conférences sur la Syrie, demain la venue du pape à Genève, et ce pourrait être demain de nouvelles sources de revenus. J'ai quasiment fini. Je vous dirais que l'essentiel en réalité, le véritable moteur d'une entreprise comme L'Aimant Bleu, c'est quand même d'offrir des émissions d'information de qualité, de créer des vrais rendez-vous citoyens, comme par exemple la couverture des élections cantonales genevoises. Pourquoi ? Parce que de bonnes émissions, c'est de la crédibilité, c'est du capital sympathie, c'est donc de l'audience et donc des revenus, c'est le cercle vertueux. Des revenus, mais surtout le sentiment d'être utile, on en a parlé tout à l'heure, de servir à quelque chose. Et en général, quand on n'a pas trop mal travaillé, on reçoit un courrier de ce genre-là, manuscrit, signé par en général quelqu'un qui s'appelle Paco Descombes et qui vous remercie pour le travail que vous avez effectué. Ça reste un bon indicateur, je crois. Enfin, comme on est toujours plus intelligent à plusieurs, dans ce monde complexe qui est le nôtre, nous avons choisi de sortir de l'isolement et de nous entourer de professionnels complémentaires du milieu audiovisuel. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que le marché se rassemble, que les médias se rassemblent, travaillent en synergie. Chacun reste maître de son destin, mais nous serons plus forts si nous réunissons nos intelligences. Et je crois que le match se gagnera si nous jouons collectif. Je vous remercie. Merci Laurent Keller. Serge Michel. Et chez vous, ça se passe comment ? Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais prévu de parler d'un phénomène du déclin du print, ou du papier imprimé, qui rejoint très exactement ce qu'a raconté Jean-Marie Charon. Donc je vous le dis rapidement, mais j'étais engagé au journal Le Monde en 2011 et l'urgence, je suis arrivé au printemps, c'était d'organiser la rédaction pour couvrir l'élection présidentielle qui allait se tenir en 2012. Mais il fallait dès la rentrée 2011 avoir des équipes pour ça. Et le projet, c'était de fusionner une partie des équipes du papier avec une partie des équipes du site pour arriver à faire une newsroom, voilà, digitale et print, où on pouvait produire tout ce qui existe entre un tweet de 140 signes à l'époque, ça n'avait pas encore doublé, jusqu'à une double page dans le journal.
Et donc, on a monté ça. Ça a été un parcours du combattant pour passer tous les obstacles dressés par les syndicats, par la société des rédacteurs, par le comité hygiène, sécurité, conditions de travail qui mesurait l'éclairage des pièces qu'on voulait occuper pour ce projet ou qui mesurait la distance entre deux bureaux pour savoir si c'était réglementaire. Enfin bref, on a réussi, on a rassemblé ces équipes. Il y avait à peu près 35 personnes au début, 40 personnes à la fin pour couvrir cette élection. Et le but, c'était de faire le meilleur journalisme possible sur le papier et sur le site. Et la vérité, c'est que sur le site, on a réussi à dépasser le Figaro en audience, c'était l'objectif, mais voilà. En revanche, le papier a pris un effort considérable. C'est-à-dire que c'était tous les jours de cette campagne, à partir de la rentrée 2011, la fabrication des pages était vraiment l'obstacle principal à la qualité de l'info, à la rapidité de l'info, etc. C'est-à-dire qu'il fallait décider des hiérarchies, savoir si l'article allait en page 3 ou en page 2, savoir si on faisait un dispositif d'événement tous les jours ou si on le mettait plus loin. Donc ça a été ma foi dans l'idée de fusionner print et web et de rénover les journaux et de leur donner un nouvel élan grâce au digital, on a pris un sacré coup quand j'ai vu ce que ça nous coûtait concrètement de devoir continuer à faire du papier voilà. Alors après, il y a eu le numéro final, c'est-à-dire l'élection de François Hollande en mai 2012. Et là, on a mis tous les efforts possibles. On avait des équipes à peu près partout qui l'ont accompagné de Tulle jusqu'à Paris, dans l'avion. On avait des gens qui l'attendaient sur place, enfin bref, on avait un dispositif de dingue pour arriver à couvrir ça. Et ce journal-là, le journal du résultat, donc du lundi matin, nous, on boucle le Monde à 10h30 le matin et il était en kiosque à 13h. Dans un jour pareil, on a essayé d'avancer le délai pour que le journal soit plus tôt dans les kiosques. Et il y avait un cahier résultat avec complet pour chaque commune, chaque département. On a fait un journal avec une très belle une, dont je me suis occupé, etc. Puis tout le reste aussi. 250 000 exemplaires, Paris surface. Ça veut dire que tous les kiosques de Paris, 250 000 exemplaires. J'avais l'impression que tous ces efforts pour le print avaient payé et qu'on avait finalement un très grand succès à la fin. Et en fait, le responsable des ventes m'a dit « Ok, mais il y a 5 ans pour Sarkozy, c'était 500 000 exemplaires à Paris surface. » Donc en fait, en 5 ans, le temps d'un mandat présidentiel, les ventes du journal ont baissé de moitié pour un événement pareil. Et donc, ma foi, dans les éditions imprimées a continué de baisser. Du coup, ces efforts énormes au journal ont aussi coûté la vie à mon directeur. J'étais son adjoint et il est décédé à la fin de l'année 2012 dans son bureau un mardi après-midi. Et du coup, je me suis consacré ensuite plutôt à des projets digitaux. Donc, notamment le Monde Afrique qu'on a lancé. Le Monde Afrique, c'était l'idée de lancer un site, une édition africaine du Monde, une édition digitale pour trouver des nouveaux lecteurs en Afrique et dans la diaspora africaine en France, trouver des nouveaux contenus, écrits notamment par des journalistes africains, ce qui était une révolution. Il n'y avait aucun noir qui n'avait jamais écrit un seul article dans le journal Le Monde jusque-là. Et donc, les Noirs, à l'époque, étaient cantonnés aux gardiens de l'entrée qui étaient camerounais et puis aux femmes de la cantine qui étaient sénégalaises, mais il n'y avait pas de noirs qui écrivaient dans ce journal, alors qu'on pense que quand même le continent africain a suffisamment de talent pour être représenté surtout dans un journal qui s'appelle Le Monde. Et puis ensuite, trouver des nouveaux revenus pour le faire, parce que le journal a dit on va lancer Le Monde Afrique, mais il ne faut pas que ça nous coûte. Et donc, je me suis occupé de ça avec beaucoup de passion. Et les secrets pour faire ça, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est de trouver des talents qui écrivent, trouver des sujets controversés et aborder les sujets qui fâchent, notamment la colonisation, le franc CFA, les œuvres d'art africaines pillées par les armées françaises qui sont dans les musées et que certains pays les réclament. Est-ce qu'il faut les rendre ou pas? Enfin voilà, ce genre de choses-là, ça a bien marché. On a fait, à la fin, on avait 9 millions de visiteurs par mois sur Le Monde Afrique. Et voilà. Maintenant, je suis donc voué aux projets digitaux et puis j'ai fait 3 ans sur Monde Afrique, je viens de démissionner pour rentrer en Suisse et lancer un projet digital ici parce que c'est à ça que je crois maintenant. Le nom du projet est assez facile. Vous prenez les initiales de l'institut où on se trouve, vous prenez le I du début et vous le mettez à la fin et ça donne Heidi. Voilà. C'est un nom très suisse qui porte ce projet. Alors, quand j'ai accepté l'invitation à cette dispute, je me disais, pas de souci, au mois d'avril, je pourrais largement en parler puisque nous aurons avancé. La vérité, c'est que c'est plus lent que prévu, mais comme il était prévu que ce soit plus lent que prévu, on est dans les temps. Mais du coup, l'exercice pour moi aujourd'hui consiste à ne pas en dire trop puisque ce projet, on est en pleine phase de fundraising, on lève les fonds pour pouvoir le lancer.
Et ça se passe bien, ça avance doucement. On n'est pas loin du premier jalon qu'on avait décidé en termes de sommes récoltées. Et puis, on a commencé à engager des développeurs web, des gens qui vont réfléchir à la plateforme. On dessine des fonctionnalités. On va faire un site qui sera absolument génial et qui va faire des choses qu'aucun des sites de médias romans aujourd'hui ne fait. Voilà, ça va être formidable. Et puis... Mais donc je vais pas vous raconter ce qu'il y a sur ce site. Je vais simplement vous dire comment on a réfléchi, parce que c'est peut-être ça l'essentiel. On est parti du plus important pour un média, c'est les lecteurs. On s'est dit voilà, dans cette région romande, les Maniques, bénis par les dieux de la globalisation, il y a des lecteurs formidables, des lecteurs qui sont très compétents, très performants, chacun dans sa spécialité. On a des lecteurs de grande qualité ici. Et donc, on a dit, tiens, il y a 15 000 médecins, il y a 40 000 juristes en Suisse romande, il y a 45 000 ingénieurs, il y a 20 000 profs, il y a plus de 20 000 personnes qui travaillent dans la culture comme professionnels de la culture, dans les théâtres, les musées, les festivals, etc. Donc, on s'est dit, ces gens-là seront nos lecteurs. Alors, et en même temps, on s'est dit, c'est pour ces lecteurs-là qu'un décrochage s'est produit. Un décrochage entre la presse traditionnelle, qu'on appelle legacy papers, c'est-à-dire les journaux d'héritage. C'est pas flatteur, mais c'est le terme qui est utilisé. Et puis ces lecteurs qui, au fond, désormais, en savent souvent plus que les journalistes. C'est ça le vrai problème. Vous connaissez la théorie de Peters, c'est-à-dire le moment où on devient incompétent. Mon impression, c'est que les journalistes, globalement, je n'accuse personne, et j'ai beaucoup d'amis journalistes et je respecte beaucoup de journalistes, mais il y a un moment où leur compétence, si vous voulez, a atteint un pic, et puis la courbe se croise, ou les courbes se croisent avec celles des lecteurs. Les lecteurs, aujourd'hui, vous discutez avec des gens à Genève ou ailleurs en Suisse romande. Vous avez un avocat, il est avocat ici, puis il a aussi le barreau de New York et il gère des affaires en parallèle à New York et à Genève. Vous parlez avec quelqu'un qui fait de la finance, il vous dit je passe une semaine par mois, même pas un financier important, quelqu'un qui travaille dans une institution financière, une semaine par mois à Dubaï depuis quelques années. Donc vous avez affaire à des gens ici qui sont quand même très mobiles, beaucoup plus mobiles que les journalistes qui avaient avant le privilège du mouvement. Quand on pense à Albert Londres dont on parlait, je suis trop long. Ouais. Albert Londres, il rentrait de Chine et il devait raconter tout sur la Chine. Il devait raconter les odeurs, les visages, la cuisine, les coutumes d'habillement, etc. Et Albert Londres, quand il rentrait, il commençait à publier un feuilleton en 30 épisodes. Entre le premier et le dernier épisode, le journal qui le publiait, il a changé plusieurs fois de titre, ce journal doublait son tirage. À savoir, c'était à chaque fois un scoop, le retour d'Albert Londres, parce qu'il racontait, il avait le monopole de ce récit, si vous voulez. Aujourd'hui, je ne pense pas que les journalistes, même les meilleurs d'ici, même les plus, etc., passent une semaine par mois à Dubaï. Et je pense que certains devraient, parce que c'est un endroit où le monde de demain s'invente. Donc, en fait, et puis à d'autres endroits, à Singapour, New York, etc., je pense que les journalistes, bizarrement, et vu le déclin des legacy papers, sont de plus en plus vissés à leur bureau. Ils font effectivement, comme disait Ariane Taillère, les 5 questions pour comprendre l'accord sur l'Iran, mais ils n'ont pas forcément été en Iran, ni été en contact avec un négociateur de l'accord iranien. Et donc, on assiste à une audience, à des lecteurs romans qui sont très qualifiés et des journalistes qui le sont moins. Et je pense que là, il y a un souci et que notre média, très modestement, veut remédier à ce souci de plusieurs manières. D'abord en s'appuyant sur les compétences de ces lecteurs. Donc, on va imaginer une relation avec les lecteurs qui soit très différente des relations qui, jusqu'à maintenant, une relation avec un lecteur, c'est souvent un bulletin de versement qui vous est envoyé une fois par année. On va aller beaucoup plus loin que ce rapport-là. Et puis, pardon, je suis trop long. Donc, je vais essayer d'abréger. Et puis, on va faire on va traiter très peu de thématiques. On va commencer avec peu de thématiques, on va les faire super bien. Et puis plus ça marchera, plus on augmentera les thématiques. C'est-à-dire que on va pas parler de tout, comme du football jusqu'à la musique classique, en passant par la Syrie, la politique suisse, le Conseil fédéral, etc. On va démarrer avec peu de thématiques, et là, on va être super bon sur 2, 3, 4 choses. Et puis petit à petit, on augmentera au fur et à mesure. On veut être le média qui croît dans un paysage de médias qui décline. Voilà. Et puis le modèle écoute tout ça, pas de publicité, juste très rapidement. Pas de publicité, on n'y croit pas. On pense que la publicité sur le digital, c'est une course perdue. Alors peut-être pour la télévision locale, ça j'y crois vraiment. Par contre, lutter contre Facebook et Google dans ce domaine, c'est pas possible. Donc pas de publicité.
des abonnements, vu qu'on va travailler pour ces lecteurs, on estime qu'on va créer de la valeur pour eux et qu'ils seront d'accord de payer. Et puis des partenariats thématiques, c'est-à-dire un peu comme on sponsorise une chaire d'université, la personne qui sponsorise une chaire d'université n'a pas son mot à dire sur le contenu des recherches produites par cette chaire, et on va travailler dans ce domaine-là. Voilà. Et puis, voilà. Merci, Serge Michel. Nous nous sommes entendus avec les interpellateurs pour fonctionner sous forme de mitraillettes de questions. Pierre Maudet qui commence, qui seront livrées en bloc aux deux professionnels et puis qui seront complétées par les questions de la salle. Alors, pour rebondir d'abord sur le propos de Serge Michel, je ne suis pas totalement convaincu par votre propos lorsque vous dites que finalement on a dans le public des gens aussi qualifiés que les journalistes, ou même qui se considèrent comme aussi qualifiés que les journalistes. J'aimerais poser une question aux membres de la rédaction en chef du Monde que vous avez été. Est-ce que vous pensez, par exemple, que la stratégie qu'ont un grand nombre de médias aujourd'hui consistant à diminuer le nombre de correspondants à l'étranger est une bonne stratégie? Est-ce que ça ne va pas, au contraire, tuer l'intérêt des lecteurs pour la qualité d'une perspective ou d'un regard ailleurs, géographiquement? On y va en rafale. Hein. On ne répond pas tout de suite. On y va en rafale. Deuxième question. Fondamentalement, pour moi, il y a un problème de masse critique, et c'est une approche purement économique. Masse critique, alors on est notamment pour nos amis français dans un espace culturel d'environ 1,5 million de consommateurs potentiels. Et si on pose la question de la masse critique, très rapidement, on arrive à la conclusion qu'il faut partir sur une logique de pool, de mutualisation. Mais pour moi, la mutualisation, ça veut dire tuer l'identité des journaux. Je ne sais pas si Ariane Dayer est déjà partie ou pas, mais finalement, on s'en fiche. Dans le cas de la rédaction T, est-ce que c'est pas finalement porter atteinte à l'identité des journaux locaux, là même où on dit que finalement la proximité, la notion de remontée locale est un élément clé pour faire fonctionner les médias. Respectivement, est-ce que la niche de proximité permet vraiment de soutenir un business model qui, à terme, va survivre? Puis, troisième et dernière question de mon côté, j'ai encore pas trouvé de réponse satisfaisante à la question quel est le modèle d'affaires? Pas de pub, pas de redevance, on va, si j'ai bien compris, miser sur le numérique pour une part, ok, mais surtout sur les abonnés. Comment transformer le capital sympathie en capital tout court? Et là, alors on entendra peut-être tout à l'heure Edwy Plenel, mais j'ai pas le sentiment qu'on a vraiment trouvé le business model. Et dans ce que vous esquissez, je trouve pas très concret les réponses. Éric Koestli. Je vais être un peu plus modéré que Pierre Maudet, parce que pour une fois que des projets émergent, on va essayer de leur laisser de la place et essayer d'éviter de les condamner trop vite. Mais en revanche, je vais revenir exactement sur votre argument qui me paraît très important, qui est celui de la masse critique. Si j'essaye de rendre l'évolution que nous avons connue de manière extrêmement sommaire, je ne suis pas sûr que, comme on l'a dit, et comme M. Charon l'a dit, le modèle économique ait réellement changé. Ce qui a changé, en réalité, c'est, encore une fois, c'est la globalisation complète. C'est-à-dire que c'était quoi le modèle économique avant? Le modèle économique des journaux et de la presse, c'était que les médias vendaient leurs lecteurs aux publicitaires. Dans le sens, j'ai X lecteurs, et donc j'ai droit à X par page de publicité. Ce qui se passe maintenant, c'est que des nouveaux acteurs vous vendent. Alors cette fois-ci, non seulement comme consommateurs, mais avec tous les métadonnées qui vous suivent, vos envies, vos peurs, vos passions, vos angoisses, et même, on l'a vu dans l'exposé, vos intentions de vote et votre sociologie intime. Donc c'est quelque part le même modèle économique. On vend en réalité les utilisateurs de l'information relativement, on ne va pas dire secondaire, parce qu'elle a animé et elle anime toujours les médias. Je suis moins sûr que ce soit le cas chez Google, mais enfin, disons, il y a cet élément-là, donc il faut peut-être pas sous-estimer. Donc, changement d'échelle, changement de masse critique. Et c'est ce point, effectivement, qui est le plus délicat. Ma question va s'adresser à nos deux protagonistes. Si je regarde un peu ce qui se passe dans l'évolution des médias, disons, on a de côté les médias publics. Le débat sur Nobilag, et puis Gilles Marchand, qui est là, me corrigera facilement si je me trompe, a démontré de manière très claire qu'il n'y avait pas de plan B en termes de masse critique. C'est vite vu. Ou bien on reste à l'échelon national avec une redevance, ou bien il n'y en a plus. Il n'y a plus de médias publics. Et donc l'idée même, par exemple, d'un média public roman apparaît déjà comme hors de la réalité. Ça nous met déjà à une échelle qui est relativement importante, avec des problèmes conséquents, notamment linguistiques, bien entendu, sans parler de perception, de sensibilité, de vision du monde. Pas tout à fait convaincu non plus qu'on est toujours la même. Donc là, on a un vrai problème. On a une masse critique dans la télévision et le service public qui est au-dessus de notre région.
Si je prends les médias classiques, c'est encore pire. On voit qu'ils sont en train de décliner, on voit que les centres de pouvoir ont passé en main soit alémaniques, soit étrangères, soit les deux, pour Ringier et Alex Springer. Donc on a Axel Springer, pardon. Donc on a là aussi perdu une sorte de contrôle. On en voit les conséquences, on va les voir dans ces prochains mois, vous pouvez me croire. Ça va continuer, ça va être de plus en plus difficile. Donc on a là aussi la masse critique est en train de se résorber, et quel que soit le talent de nos collègues, et Dieu sait qu'on a des collègues extrêmement talentueux dans ce petit coin de pays, ça va être objectivement de plus en plus difficile de faire le travail. Il faut faire plus vite, plus, tout le temps. J'ai jamais compris comment on pouvait imaginer qu'il n'y aurait pas une limite, un plancher à cette évolution. Mais surtout, le plus inquiétant maintenant, c'est le numérique. Parce que là, effectivement, la masse critique est telle, c'est celle de la langue, qu'un coin de pays comme la Suisse romande n'a aucune chance de parvenir à la masse critique. Et là, l'inquiétude, évidemment, elle m'obsède, parce que une des fonctions que nous aimerions conserver, c'est celle de la communauté que nous représentons. Je dis la Suisse romande, on pourrait même imaginer, et Pierre Maudet l'a évoqué, sur certains points, c'est même les cantons. Mais notre démocratie, notre vie commune, notre capacité à créer économiquement, scientifiquement, culturellement, elle est celle de la Suisse romande. Et il faut la préserver. Et en termes numériques, cette échelle-là est inexistante. Donc là, j'ai un vrai souci, parce que l'idée, par exemple, de Mediapart, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle est absolument irréalisable sur le terrain roman. Vous voulez faire de l'enquête, très bien, mais jamais vous ne pourrez le faire sur le plan numérique en Suisse romande. Donc ma question aux deux, c'est ça. Quel modèle peut préserver la communauté romande et les fonctions démocratiques qu'on lui attache? Sandra Jean. Très bien. Alors, je vais essayer d'être un peu plus rapide. On a l'aimant bleu. On a l'aimant bleu qui vit visiblement, passablement de subventions, d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, et notamment la redevance. De l'autre côté, un autre modèle totalement différent, c'est Heidi, qui, elle, fait de la levée de fonds, et on comprend que c'est extrêmement difficile, alors qu'il y a tellement d'argent quand même, ou en tout cas, c'est peut-être un peu difficile, vous nous en direz peut-être davantage, Serge. Pourquoi c'est si difficile? Et vous savez qu'il y a tous ces journaux, je parle notamment aussi au nom des petits éditeurs, qui ont des coûts structurels, que ce soit dans l'impression et la distribution, qui sont existants. On a beau essayer de compresser les coûts, au bout d'un moment, ça reste très cher à produire cette information-là, et ces petits éditeurs ne bénéficient pas, qui sont en train de faire du multimédia par ailleurs, ne bénéficient pas de la redevance, quand bien même ils ont aussi peut-être un rôle d'utilité publique. Point d'interrogation. Donc moi j'ai plusieurs questions, et franchement j'ai pas du tout de réponse. Peut-être vous avez des pistes de solutions, et ça rejoint probablement le troisième panel. C'est quel est le rôle des politiques et de l'État, si on considère effectivement que, et peut-être Pierre Maudet, vous avez déjà une piste de réponse, si on considère que l'information, oui, pour une fois. Si on considère effectivement que l'information est une denrée primordiale dans une démocratie comme la nôtre, où on va voter au moins 4 fois par année, donc le rôle de l'État, est-ce qu'on doit d'une manière ou d'une autre soutenir? On a parlé 15 000 fois déjà de l'indépendance, et bon, est-ce qu'il y a d'autres modèles? Et visiblement oui, et en France notamment on le connaît. Le rôle des mécènes, vous avez comme moi suivi la situation avec Blocher, qui a vendu à Tamedia maintenant la Basler Zeitung, contre d'autres titres, et notamment des titres à Genève, GHI, et Lausanne Cité aussi. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que le fait d'avoir des mécènes, en l'occurrence un politicien, des industriels qui investissent, est-ce que ça met véritablement en danger les titres? En France, c'est vraiment quelque chose de connu. Patrick Drahi, Berger, Nil, Bolloré, Dassault, enfin il y en a toute une série, vous les connaissez mieux que moi. Donc est-ce que véritablement ça peut être une piste à explorer? Est-ce que ça pose un problème? Et si oui, lesquels? Donc voilà les 2 points fondamentaux. Et les réponses concise, je vous prie. Alors, je vais essayer de répondre à deux questions. Principalement, la masse critique, c'est en effet un grand problème en Suisse romande, et c'est quelque chose qui nous habite au quotidien. Cela étant, il faut un petit peu dépasser ce constat que nous n'avons pas la masse critique pour générer des revenus, et puis il faut passer au système D et savoir comment finance-t-on nos médias si nous n'avons pas la masse critique? À chacun de trouver les solutions
pour financer son média. Peut-être que demain, on passera par des fusions entre différents titres, entre différentes télévisions. C'est ce que font les télévisions aux États-Unis. Il y a un phénomène de concentration, je ne sais pas. Peut-être pourrons-nous travailler en meilleure complémentarité entre les acteurs actuels, que ce soit avec la RTS sur un plan roman, les télévisions régionales. Il y a tout un mécanisme de collaboration, même sur un plan éditorial, qui se met en route. Pourquoi pas des collaborations donc, entre éditeurs privés et des médias de service public demain. C'est la question qui est posée aujourd'hui lors de ces disputes. C'est comment fait-on pour financer nos médias et tenter de les faire exister dans leur pluralité actuelle. Pour répondre à une deuxième question, c'est l'audience qui est trop petite pour vendre de la pub, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'audience n'a de valeur que dans sa quantité. J'espère que demain, l'audience prendra une valeur un peu plus ciblée, un peu plus fine, qu'on cherchera des audiences, qu'on sera capable de montrer qu'on a telle ou telle audience et d'intéresser des investisseurs autrement que par la masse et par la quantité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, petite télévision locale, on n'est pas dans les radars de Goldmark Media ou de Belcom ou de Ringier ou que sais-je. Nous n'avons pas la masse critique d'auditeurs et de public pour les intéresser. Donc on doit chercher sur un plan local purement, mais je crois que demain on pourra être plus précis dans le ciblage. Les annonceurs pourront être plus précis et cela pourrait nous profiter. Enfin, le rôle du politique et de l'État, pour répondre à Sandra Jean, c'est problématique. Nous y viendrons. Mais allez-y. Voilà. Alors je dirais que nous avons cette expérience depuis une vingtaine d'années. Nous travaillons avec des institutionnels, nous avons travaillé avec l'État. Il faut évidemment une certaine vigilance, il faut garder la juste distance. Nous avons la chance, disons, ou la malchance de ne pas faire de l'enquête comme le fait le Matin Dimanche. Notre rôle est de produire un journal sérieux, de couvrir les événements, les petits et les grands événements qui rythment la vie genevoise. Peut-être qu'à mesure qu'on fait de l'enquête, ça devient plus problématique d'être financé ou d'être soutenu par SIG, l'État de Genève ou la ville. Serge Michel, une réponse courte. Je vais prendre d'autres questions. D'abord celle de Pierre Maudet sur les correspondants à l'étranger. J'ai moi-même été correspondant à Téhéran, à Belgrade et en Afrique. Donc je crois profondément à la vertu des correspondants à l'étranger. Pour le Monde Afrique, on en avait 2 avant qu'on démarre le Monde Afrique, 2 correspondants pour le Monde en Afrique. J'en ai engagé 28. Donc, je suis cité 28 qui étaient payés s'ils écrivaient et j'en ai nourri, disons, 28 de plus. Donc j'y crois profondément. Après, il faut savoir, dans un média comme le nôtre, quel étranger on traite. Est-ce qu'on va faire le monde entier du premier jour? Non. On va peut-être choisir des régions stratégiques pour nous. Une des clés qu'on a, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation pour être plus court, mais c'est qu'on va publier en français et en anglais sans traduction. C'est-à-dire qu'on estime que selon l'auteur, selon le sujet, on peut publier en 2 langues, voilà, parce que dans cette région romande, les gens vivent souvent en 2 langues, et puis on peut s'ouvrir encore à d'autres langues aussi, l'allemand, pourquoi pas. On est un peu agnostique en termes de langue. Voilà, on pense que les gens travaillent dans plusieurs langues et que c'est pas le français qu'il faut forcément garder. Donc ça permet d'engager des correspondants à l'étranger qui peuvent être des Chinois à Shanghai qui écrivent en anglais et qui travaillent aujourd'hui pour Bloomberg ou Reuters et qui sont tout à fait qualifiés pour écrire pour nous également. Le modèle d'affaires. Donc on a travaillé avec un champion du tableur Excel, tellement bon qu'il a d'ailleurs été engagé par un gouvernement roman pour redresser les comptes. On a travaillé avec lui et c'est quelqu'un qui écrit des business plans et des cellules Excel à mesure que vous parlez. Vous dites des trucs, puis il a déjà construit le tableau. On est assez rassuré par ce qui est arrivé, donc on a différents scénarios avec quel périmètre on commence, à quelle vitesse on fait croître le nombre d'abonnés. Franchement, c'est possible. On n'est pas dans des zones, on n'arrive pas à des chiffres qui nous mettent une grosse alerte en disant on va jamais y arriver. Ensuite, dans les modèles d'affaires, il faut évidemment reparler de Mediapart. Je pense que c'est un modèle extrêmement important, intéressant. Il y a d'autres exemples. On dit souvent que c'est le seul exemple, etc. En fait, il y en a d'autres. Il y a un site aux Pays-Bas qui s'appelle The Correspondent, qui est extrêmement bien fait, qui est la source d'inspiration pour République, qui s'est lancé à Zurich. Ce site est vraiment bien fait, très intéressant, notamment très innovant dans sa relation au lecteur. Il a commencé avec 20 journalistes, il en a aujourd'hui 50, et il prépare l'ouverture d'une édition américaine. Voilà. Donc je pense aussi que les journaux d'ici, les journaux de ce territoire roman, sont aussi enfermés par ce territoire roman, et qu'au fond, il faut voir beaucoup plus loin, pas seulement en envoyant quelques numéros dans les avions pour être lus à l'étranger ou être lus par les Suisses de l'étranger sur le site internet, mais il faut
aller de façon beaucoup plus active et proactive à l'étranger, ouvrir des éditions étrangères, etc. Puis... J'ai une question dans la salle, est-ce qu'on peut la prendre? Ouais, peut-être monsieur. Allô? Oui. Bonjour. Merci. Je voudrais juste rebondir sur vous. Dire Chris vous parler. Chris Momo, c'est mon nom, journaliste, ancien journaliste. Je voudrais juste rebondir, monsieur Serge, Michel, par rapport à votre expérience au Monde Afrique, parce que c'est ça qui m'intéresse. Vous avez dit que bon, vous avez un tout petit peu levé les fonds, vous avez réorganisé tout cela parce que l'édition ne devrait pas crever un tout petit peu le budget du Monde. Alors j'aimerais savoir, parce que je regarde un tout petit peu la liste de ceux qui ont fait le tour de table. Il y a Open Society, il y a l'AFD. Est-ce qu'il y avait une contrepartie? Comment ça se passait exactement? J'aimerais que vous élaboriez un tout petit peu là-dessus. Et aussi, à votre départ de la maison, est-ce que finalement c'était sain? Enfin, je vais dire c'était déficitaire, c'était excédentaire. Bref, les finances, c'était bien dans le Monde Afrique parce que c'est un projet que je trouve intéressant. Merci. Je réponds rapidement là-dessus, c'est pas central pour notre débat sur les ressources romandes, mais le Monde Afrique a été autofinancé dès le premier jour, donc c'est un succès, et 4 années de suite. Je suis parti donc début février en laissant le budget 2018 entièrement constitué pour toute l'année. Effectivement, il y a des partenaires qui ont contribué, pas entièrement, hein, c'est pas ça qui a fait l'essentiel, mais il y a la fondation Bill et Melinda Gates, qui est une fondation très importante. Vous l'avez mentionné aussi, Open Society de George Soros. Mais c'est pas tout. On a aussi fait beaucoup de choses en termes d'événements. On a créé des événements à Paris et en Afrique, dans plusieurs endroits, et chaque événement dégage une marge qui sert à alimenter la rédaction. D'ailleurs, on a fait ici, avec nos amis du Temps, un événement dans cette salle ici, sur la philanthropie, qui faisait partie des activités, je dirais, pas quotidiennes, mais disons régulières du Monde Afrique. Voilà, donc ça a été un succès entrepreneurial, que j'étais pas du tout le seul responsable. J'ai travaillé avec des gens formidables à l'intérieur du journal, mais le Monde Afrique est considéré comme un succès de développement autofinancé. Voilà. Juste, j'aimerais reprendre une question sur le modèle économique. C'est-à-dire, je pense qu'il faut repartir de zéro. C'est-à-dire, Eric, tu demandes comment arriver à avoir un média qui a toutes ses ambitions de rassembler à la fois la communauté d'ici et de porter l'information essentielle pour la démocratie et de traiter la complexité du monde, etc. Je pense que pour toutes ces questions, il faut repartir de zéro. Quand on pense à ce qui a été le Journal de Genève, par exemple, fondé en 1787 par 4 personnes, 4 amis qui se sont mis ensemble. Ils ont rassemblé une liste de 400 souscripteurs et ils ont commencé. Le premier numéro parlait essentiellement de la météo, du prix des denrées sur les marchés genevois et des choses comme ça. Et le deuxième numéro, Scoop Mondial, c'est De Saussure qui raconte l'ascension du Mont Blanc et comment il est arrivé au sommet. Donc vous avez un journal qui a quand même eu une très très belle carrière par la suite, fondé, démarre de pas grand-chose et finalement il parvient. Je pense que le Journal de Genève a réussi à sa maturité, à raconter la complexité du monde. Pendant les 2 guerres mondiales, c'était le journal qui a le mieux couvert un peu ce qui se passait à la fois côté allemand et français. Et je pense qu'il faut se souvenir de ça, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas forcément adapter ce qui existe parce que les éditeurs qui ont publié les journaux suisses ces 50 dernières années ont été très gourmands parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec ces journaux. La marge moyenne, le revenu moyen de la presse en Suisse entre 1950 et 2000 est estimé à 35%. Donc Ringier et Tamedia ont été habitués à des revenus exceptionnels et très élevés. C'est pour ça qu'ils se montrent aujourd'hui peut-être un peu aveugles sur l'intérêt de maintenir des rédactions qui rapportent moins qu'avant, puisque leur argent aujourd'hui, ces groupes-là, le font avec du commerce électronique, des sites de e-commerce, etc. Donc en fait, je pense que tout ce modèle-là va décliner. Peut-être qu'ils maintiendront du journalisme, peut-être que la rédaction T de Ariane Dayer existera toujours dans 10 ans, en tout cas je le souhaite. Néanmoins, je ne crois pas à la pérennité de ce modèle. Je pense qu'il y a une grosse incertitude quand votre avenir dépend de quelqu'un à Zurich ou à Berlin qui fait oui ou non. Vous êtes mal barré parce que ce coin de pays, pour lui, ne signifie pas grand-chose. Et je crois à quelque chose qui doit naître ici et en Suisse romande en général, et qui grandisse plutôt qu'à un modèle gigantesque qui devrait se réformer. Voilà. Oui, mais ça ne dit toujours pas quel modèle, comment on soutient ces éléments. Si c'est ni la publicité, ni les éditeurs qui sont à Zurich, qui payent? Alors ce sont les gens, les lecteurs? Oui, c'est les lecteurs. Enfin, je veux dire, les modèles qu'on parle, Mediapart, de correspondance, et le nôtre, c'est d'abord les lecteurs qui payent parce que l'information a de la valeur et qu'elle est importante pour eux. Nous, on vise un média utile. On pense qu'il y a qu'une grande distinction entre les médias, c'est ceux qui sont nice to have ou bien need to have, ceux dont vous avez vraiment besoin. Si vous êtes à Londres et que vous êtes
professionnel à Londres, vous avez besoin du Financial Times. Vous ne pouvez pas faire sans. Vous ne faites pas carrière sans ce journal. Et c'est pour ça qu'il va bien. L'Économiste aussi, The Economist est un journal qui a des bénéfices très importants parce qu'il est nécessaire à beaucoup de gens. Et donc, on va essayer de chercher cette nécessité du média pour des gens qui en auront besoin et qui payeront pour. Voilà. Mon rôle est un rôle de frustration, y compris pour moi, mais je dois vous interrompre pour que nous puissions basculer sur les enjeux politiques. Nous ne trouverons pas des réponses à ces questions fondamentales. Fonctionner avec l'audace et avec ses lecteurs, ça me semble une bonne conclusion temporaire. Je remercie les intervenants de cet atelier économique et je prie Sébastien Salerno de bien vouloir venir cadrer l'atelier politique qui va conclure cette dispute pour pouvoir vous renvoyer dans vos foyers comme prévu au moment qui avait été prévu. Sébastien Salerno, qui monte sur scène pendant que je le présente. Sébastien Salerno est chargé de cours à l'Université de Genève et en 5 minutes, il va brosser les contours de ce défi politique qui englobe ou qui s'entrecroise avec les deux précédents. Je dois attendre que ça... Voilà, très bien. Puis-je y aller? Donc, merci de l'invitation et merci de votre attention. Je vais être un peu dur avec les interpellateurs, donc je vais vous demander peut-être, parce que c'est un PowerPoint, à certains moments de tordre le cou et de forcer sur vos muscles oculaires. N'y voyez aucun malentendu. On m'a demandé de cadrer scientifiquement la question politique. Je vais le faire au moyen de quelques slides. Je vais aller assez vite. S'il y a lieu, je reviendrai dessus. Alors, j'irai même très vite. Voici, du point de vue scientifique, quelles sont les principales missions, les principaux rôles tels qu'ils sont établis par les chercheurs universitaires s'agissant des médias. Donc, ce sont des rôles de monitoring, de facilitateurs, des rôles critiques, des rôles de collaborateurs. Je ne vais pas plus loin. Lorsque la crise des médias s'est développée, aux États-Unis d'abord, ce qui a été mis en cause, c'est le rôle de watchdog qui a été pointé. Au fond, si les journalistes sont en crise, qui va assumer ce rôle de watchdog? À ces différents rôles, vous pourriez en rajouter d'autres, c'est ajouter un 5e rôle qui est celui tout simplement d'assurer sa propre survie. Des médias meurent en Suisse romande, des deux côtés de l'Atlantique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un média meurt? Scientifiquement, on a aujourd'hui des études assez précises. C'est une baisse de la participation civique. Quand un média meurt, scientifiquement c'est établi, les gens s'intéressent moins à la politique. Il y a moins de participants aux élections. Donc, pour les sortants, il y a déjà ce que les Alémaniques appellent le bonus regierung, c'est-à-dire les sortants lors des élections. Peut-être que d'aucuns ici ont des expériences personnelles, mais les sortants sont avantagés. Le bonus regierung, il est encore plus fort lorsque les médias meurent. Il n'y a pas simplement moins de candidats, il y a aussi moins de participants aux élections. Les campagnes coûtent moins cher. Cette étude, qui est celle de Schulhofer-Wohl et de Garrido, elle est étayée par d'autres études, notamment une chercheuse qui a travaillé sur la mort d'un journal dans la Galles du Sud, à côté de Swansea, et ce sont les mêmes résultats, les mêmes conséquences. Donc j'insiste, lorsque les médias meurent, ça a des conséquences sur la participation civique. Si vous aviez lu ce grand futuriste qu'est Marshall McLuhan, en 68, il nous dit, il a prévu beaucoup de choses, Marshall McLuhan, il nous dit voilà ce qui va se passer. La presse écrite, elle s'est étayée, il le dit dans un livre qui est traduit pour comprendre les médias, la presse écrite, elle s'appuie sur les petites annonces. Lorsque les petites annonces, et notamment les cotes de la bourse, lorsque les petites annonces vont partir, ça va être la fin des journaux. Voici la situation telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc c'est une étude de Julia Cagé et d'Angelucci. Je ne sais pas, oui, ça devrait marcher. Enfin, vous voyez, lorsque les courbes sont parallèles, lorsqu'il y a une baisse des investissements publicitaires, il y a aussi une baisse ou un rétrécissement des rédactions. Et ce que prouvent tous les travaux en journalisme, c'est que les rédactions rétrécissent, et donc ce qui est perdu, c'est ce qu'on appelle le leg work, c'est le travail debout, c'est quand les journalistes vont sur le terrain,
et, in fine, à force de rétrécir, certaines rédactions meurent. La situation, puisque dans le tiroir à questions qui était fourni dans la plaquette, il y avait la question du financement. Alors, c'est une question économique, c'est aussi une question scientifique. Les chercheurs, et on peut s'appuyer sur ce que disent mes collègues de Fribourg et de Coire, Puppis et Künstler, au fond, on vit une crise des médias et la période pourrait être une période propice pour se poser des questions sur le financement, à la fois de la presse écrite, mais aussi du service public. Vous le savez, il y a une grande question aujourd'hui qui est celle de la réécriture de la loi sur les médias. Les médias, ce n'est pas qu'une question scientifique et qu'une question économique, c'est aussi une question politique. Alors, je vais répondre à une des questions qui a été posée tout à l'heure dans la salle, et je crois qu'Eric Hössli, vous y avez répondu. À quoi servent les journaux? Les journaux transforment les personnes en citoyens, quelle que soit l'époque et quelle que soit la géographie. Un média qui meurt, c'est des citoyens en moins. La question du financement des médias, c'est aussi une question politique. C'est une question qui se pose à l'Assemblée fédérale, au Conseil fédéral actuellement, mais c'est une question aussi qui se pose dans les cantons et dans les communes. Jusqu'ici, la difficulté, donc le pointer ne marche pas, mais jusqu'ici, la difficulté, elle était par rapport au financement marché. Mais on l'a connu en Suisse dernièrement, la question du financement, elle se pose aussi pour le service public audiovisuel. Or, on sait que la qualité dans les médias, elle dépend de beaucoup du service public audiovisuel. Un service public audiovisuel qui est affaibli, amoindri, attaqué, c'est de la citoyenneté en moins, in fine. Alors, cette difficulté, elle est rajoutée par ce que les anglo-saxons appellent les digital superpowers. Les digital superpowers, c'est Facebook et Google. Facebook et Google, donc vous voyez les chiffres derrière moi, voilà ce que ça représente en termes d'investissement publicitaire. Au-delà des chiffres qui sont là, toute publicité confondue, c'est 20% des investissements publicitaires, tout support confondu. Alors d'aucuns prédisent un gonflement de ce pouvoir, d'autres se disent qu'il y a peut-être un autre scénario. Et cet autre scénario, c'est le scénario de la Standard Oil, c'est le scénario de AT&T. À un moment donné, quand un acteur économique est si important, et vous savez que Facebook a déjà des ambassadeurs, donc il y a un État en Europe qui a délégué un ambassadeur auprès de Facebook. Et lorsqu'un acteur économique devient si important, lorsqu'il commence à donner des coups d'épaule aux États, certains États se disent c'est le moment de faire quelque chose. Et là encore, c'est une question politique, ce n'est pas qu'une question économique. Je vais passer sur la question de la concentration, mais se dégage actuellement, si on reste que à la presse en ligne, un grand acteur, qui est un acteur privé, Tamedia, et puis l'acteur du service public. Mais on voit de quelle façon, là aussi, on glisse lentement vers un duopole. Je voulais aborder deux dernières questions. La première, c'est celle sur les fake news. Alors oui, il y a une viralité des fake news qui est importante, c'est vrai. Vous le voyez derrière moi, donc c'est un travail qui a été fait et qui montre, donc c'est le tableau à droite. Les fake news ont une viralité plus forte que les news vérifiées. Le travail de chercheur, c'est de dire d'abord qu'est-ce que c'est que ces fake news. Alors ces fake news, il faut les distinguer. Il y en a de plusieurs types, donc il y a plusieurs types d'agents, plusieurs types de messages, plusieurs types d'interprétations. C'est sans doute là qu'il y a une grande question. Que fait-on des fake news? Je vais y revenir. Certes, les fake news existent. Certes, elles sont dangereuses. Certes, c'est une menace pour la démocratie. Mais quand on regarde les chiffres d'audience, regardez les chiffres d'audience. Qui fait de l'audience? Ce sont des legacy médias. Il n'y a pas que des legacy, il y a aussi un pure player, mais ce sont des rédactions, Serge Michel, qui sont des rédactions très établies. Ce sont les chiffres pour la France. Il manque certainement Mediapart, qui n'est pas dans une logique d'audience. On retrouve la même chose pour l'Italie. À ce jour, les médias qui ont la plus grande des audiences, ce sont des legacy médias, ce sont des médias de masse, de médias publics. Les médias qui véhiculent, il y a même un site suisse, les médias qui véhiculent les fake news sont des médias qui ont des audiences beaucoup plus restreintes, beaucoup plus réduites. Ceci dit,
la viralité des fake news, elle est plus importante que la viralité des news vérifiées. Et c'est une vraie question. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur ce site qui s'appelle santemag.com, donc, dont la viralité de certains de ces contenus est le triple que la viralité des médias traditionnels. Alors, je conclue ici. Je m'arrête ici. Qu'est-ce qu'il faut faire, puisque comment est-ce qu'on continue de faire de l'info dans une période de fake news? D'abord, il faut continuer de faire ce que les médias font, c'est-à-dire ne pas javeliser des fausses informations en les reprenant, ne pas blanchir des fausses informations. Il faut préférer, me semble-t-il, des critères de jugement programmatiques et éthiques, et pas des critères esthétiques. Mettre en avant les programmes, l'éthique des candidats et des partis. Préférer des cadrages thématiques et pas des cadrages épisodiques. Si on regarde ce slogan, les personnes qui sont à la tête des grandes compagnies de high-tech aux États-Unis, elles sont elles-mêmes émigrées ou enfants d'émigrés. Alors, ça pose la question de comment est-ce qu'on traite l'immigration. On peut aussi traiter l'immigration sous ce biais. Dernière chose à faire, c'est se méfier du technocentrisme ou du déterminisme technologique. On a cru que la génération Y était une génération naturellement portée vers les nouvelles technologies, qu'ils les maîtrisaient. C'est loin d'être vrai. Deuxièmement, on a cru que les nouvelles technologies allaient engendrer des parties plateformes, qu'elles allaient engager des wiki-gouvernements, etc., etc., etc. À la vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Toutes les critiques que l'on fait aujourd'hui aux relations entre les médias et la démocratie, j'en ai listé quelques-unes, sont des critiques que l'on peut prendre et qu'on peut considérer. Est-ce qu'au fond, ces nouvelles technologies, ce ne sont pas simplement des outils supplémentaires de surveillance? Est-ce que ce ne sont pas des outils supplémentaires qui visent à occuper les jeunes? Toutes ces critiques, on peut les discuter. Reste que, et c'est ma conclusion, toutes les nouvelles technologies ont engendré des nouveaux leaders, des nouveaux élus, des nouvelles thématiques, et certainement que les personnes qui ont été élues dans ces mouvements, qui se sont appuyées sur des plateformes, vont faire bouger les lignes politiques. Je vous remercie de votre attention. Merci Sébastien Salerno. Et j'invite à monter sur scène les trois professionnels de ce défi politique, en vous les présentant pendant qu'ils montent. Gilles Marchand, directeur général de la SSR, Edoui Plenel, cofondateur et président de Mediapart, et Tibert Adler, directeur d'Avenir Suisse et ancien directeur général d'Edipresse. Messieurs, on va peut-être commencer par Edoui Plenel, s'il veut bien nous dire en 5 minutes comment il envisage le défi politique au niveau de son projet à lui. Bonjour à toutes et tous. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé depuis le début de cette dispute, qui est le mot indépendance. Il est au cœur de la perte de confiance dans le journalisme et dans les médias. Il est au cœur de comment la fragilité objective provoquée par la révolution digitale se traduit par des pertes d'indépendance, soit vis-à-vis du pouvoir étatique, soit surtout vis-à-vis d'industriels extérieurs au métier de l'information. Cela a été dit, à quoi sert le journalisme? Non pas à servir son employeur, non pas à servir l'État, mais à servir un droit fondamental du public qui est plus important que le droit de vote, qui est le droit de savoir. Donner des informations d'intérêt public pour que les citoyens soient libres et autonomes dans leurs choix. La conséquence de cela, c'est que les 3 défis de cet après-midi sont imbriqués. Le défi professionnel est au cœur d'un défi démocratique, d'un défi politique. Et le lien entre les deux est un défi économique. Car la meilleure garantie de l'indépendance, c'est d'être profitable, c'est d'être rentable, c'est de ne pas avoir de fil à la patte, de ne pas tendre la sébille, d'être réellement indépendant. De ce point de vue, le vrai sujet pour moi, et c'est le thème du livre que nous avons publié pour les 10 ans de Mediapart, c'est la défense de la valeur. Défendre la valeur de l'information, ce qui revient à défendre la valeur d'un métier, la valeur d'entreprise et aussi la valeur d'une démocratie.
dans un univers où nous nous adressons à un public qui désormais a toutes sortes d'informations, bonnes ou mauvaises, rigoureuses ou non, en accès libre, lequel public peut directement exprimer ses opinions, c'est ça la conséquence dans l'espace public de la révolution digitale. Défendre la valeur professionnellement, cela veut dire, et donc politiquement, démocratiquement, cela veut dire d'abord la plus-value. Le critère indispensable qui est au cœur de notre métier, c'est apporter des informations que les pouvoirs cachent, qu'ils soient économiques et politiques, que le public ne connaît pas. En ce sens, la culture de l'enquête est au cœur de notre pratique professionnelle, encore plus qu'avant. Deuxièmement, c'est le sens, évidemment. La hiérarchie, tout ne se vaut pas. Non pas le flux, non pas l'immédiateté, se poser, proposer un sens. Mediapart est bien sûr connu pour ses enquêtes, mais Mediapart est un journal, et est un journal qui traite de plus en plus, par exemple, l'actualité internationale, qui propose un sens. Et le sens est au cœur d'une valeur fondamentale qui est le pluralisme. Il peut y avoir différentes hiérarchies. Et enfin, la confiance avec le public, qui aujourd'hui se joue évidemment dans cette relation participative, dans cette relation qui peuvent être aussi celle de multimédia, de live télévisuel, où la société est en relation avec le travail du journalisme. Où veux-je en venir en disant cela? C'est qu'est-ce qui détruit politiquement le crédit des médias et qui abîme la démocratie? Qu'est-ce qui détruit économiquement la valeur du journalisme? La gratuité publicitaire. La gratuité publicitaire est au cœur des erreurs industrielles faites dans notre secteur. C'était le combat pionnier de Mediapart, suivi par 10 correspondantes en 2013. Mediapart a été créé en 2008. Ce combat pionnier que tout le monde reconnaît aujourd'hui et qui semblait totalement fou, y compris dans le monde entier, c'était de combattre cette gratuité publicitaire. Mais aujourd'hui, vous avez tous sous les yeux que c'est un combat planétaire. Qu'est-ce qui est au cœur de la crise de Facebook et que nous montrait le documentaire? Qu'est-ce qui est au cœur de la dégradation du débat public, de la circulation des fausses nouvelles, du trafic des données privées? La gratuité publicitaire. Le modèle économique de Facebook est au cœur de ce scandale. Et il va falloir le détruire, car il nous détruit. La gratuité publicitaire corrompt l'information. Elle fait que la mauvaise information chassera la bonne, car ce sera la logique du clic, ce sera la logique de la foule, de la masse, de l'audience. Et deuxièmement, elle corrompt le débat public lui-même. Et donc, voilà ce que je voulais souligner. En vous donnant juste ces informations simples, nous avons créé Mediapart comme un laboratoire. Nous avions des convictions, nous avions la volonté de défendre au cœur de la modernité le meilleur de notre tradition professionnelle. Mais c'est un laboratoire pour voir si ce que nous pensions se validait. C'est quoi le bilan 10 ans après, en même temps que les 10 ans de l'AJM? Mediapart aujourd'hui, c'est 151 000 abonnés individuels payants. Par rapport au marché français, si vous mettez de côté les achats en nombre, c'est-à-dire ce qui est bradé aux compagnies aériennes, Libération sur tout support, papier, kiosque, papier, abonnement et numérique, c'est 50 000. Le Monde et le Figaro, c'est 230 ou 240 000. Mediapart n'est pas derrière un mur payant, car il y a le club participatif, car il y a les lives, car il y a la possibilité d'offrir et de partager un article. L'année dernière, en moyenne mensuelle, c'est 4,7 millions de visiteurs uniques. Mediapart, en entreprise, c'est 7 années profitables successives sur 10 ans. C'est un taux de profit de 16%. L'année dernière, c'est 13,7 millions de chiffre d'affaires, 2,2 millions de résultats nets. Mediapart, aucun endettement, 7 millions de trésorerie aujourd'hui, 25 salariés à plein temps au départ, aujourd'hui 85, auxquels s'ajoute une quarantaine de collaborateurs extérieurs. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'il faut se battre. Et se battre, c'est se battre en allant au cœur de quel est le danger. Le danger qui crée des médias sous perfusion étatique. En France, le scandale, c'est que nous nous battons à armes égales face à des médias installés qui touchent
80 millions d'euros de subventions publiques directes. Mediapart n'a pas de publicité, n'a pas de mécène et ne touche aucun centime d'aide publique. Mais à ça s'ajoute, en conflit d'intérêts, la course au financement auprès des GAFAM. Google, Facebook et Microsoft, on en parlait tout à l'heure avec Le Monde Afrique, 700 000 € par an. Et donc nous sommes au cœur de vrais défis. Et nous devons, nous, journalistes, en tant que salariés, en tant qu'entrepreneurs, se battre, je le redis, pour la valeur de l'information. Et c'est en menant ce combat, ce sera ma dernière phrase, que peut-être nous ferons bouger la puissance publique pour qu'elle comprenne que face à cette révolution technologique, industrielle, commerciale, culturelle, il lui faut aussi penser l'écosystème de régulation qui doit l'accompagner, c'est-à-dire la refondation démocratique à l'ère de cette information nouvelle. Merci. Voilà qui synthétise efficacement les 3 défis. Gilles Marchand, peut-on aborder la question de la SSR ? Bonjour. Et d'abord, il faut évidemment féliciter Mediapart. Après cette petite séquence, je vais vous parler de la puissance publique qui vacille elle-même sur ses propres fondements, parce qu'en Suisse, le débat public fait rage. Et en matière de bagarre, disons qu'on a aussi été servi récemment, peut-être avez-vous suivi cette incroyable épopée qu'était cette votation Nobilag. Un mot là-dessus, pour vous dire qu'en fait, on a vécu pendant 6-8 mois une sorte de concentré, un film en accéléré de tout ce dont on parle maintenant, hein, avec des questions très, très fondamentales, très existentielles. Une sorte de stress test grandeur nature, 1 pour 1, qui a touché tout ce service public suisse, toute cette entreprise, tous ses collaborateurs, et qui, pour dire la chose franchement, n'a pas été très très simple à conduire. Hein. Alors aujourd'hui, on a l'impression que tout a été simple, qu'on a un magnifique résultat, que c'est parfait, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'était pas comme ça, c'était difficile. On a été vraiment très interpellés sur nos fondements, sur nos fondamentaux. Et je pense qu'on en sort aussi de ce débat un peu plus fort. Et je vais essayer de vous en dire quelques mots. Mais pour vous rappeler les choses, en novembre-décembre 2017, les sondages sont ce qu'ils sont, il faut les prendre avec prudence, mais enfin, il semblait possible que le peuple suisse décide tout simplement de, au fond, passer son système audiovisuel public à la trappe, purement et simplement. Et puis, quelques temps après, voilà, on a eu en mars un résultat, je vous le confesse, tout à fait étonnant, à cette hauteur. Je ne m'y attendais pas. Mais enfin, voilà, donc un rejet très massif. Les Suisses ont réfléchi, ont discuté, ont débattu, et ont dit non, on ne veut pas casser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que cette campagne, qui a été assez violente, quand même assez dure, a été l'objet d'un immense débat citoyen, comme les Suisses, pays de la démocratie directe, savent le faire et savent l'instruire. Un débat qui a occasionné environ 10 500 articles de presse pendant la période, c'est-à-dire environ 50 par jour. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance et disons la pression qui s'est exercée. 4 500 articles à l'étranger. Jamais de mémoire de Suisse et de politique, on avait vu un tel intérêt pour une chose publique suisse. Hein, les télévisions canadiennes, australiennes, évidemment françaises, allemandes, autrichiennes et italiennes se sont intéressées à ça, mais pas seulement, les Scandinaves, les Anglais, etc. Il y avait un vrai intérêt. Pourquoi ? Parce que derrière cette grande discussion publique se jouaient en effet beaucoup de choses importantes qui touchent au fond au système médiatique lui-même. Et ce qui s'est passé, en fait, mesdames et messieurs, c'est qu'au fond, on a assisté, on a un peu encouragé ça, c'est vrai, mais quand même, on a assisté à une espèce de réveil spontané de la société civile qui a dit « basta, ça suffit ». Et de manière tout à fait étonnante, de manière tout à fait créative, rafraîchissante, voilà que toutes sortes de milieux se sont dressés en disant « non mais ça suffit, c'est important ». Ils ont dit que c'était important, pourquoi ? Pas seulement pour les beaux yeux de la SSR, il ne faut pas être naïf, il faut être lucide plutôt. Je pense que la SSR, oui, ok, bon, dans l'ensemble, on peut l'accepter, ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça va au-delà. Le débat, c'était dans quel type de système on veut vivre, dans quel type de pays on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans un pays qui continue à valoriser, au fond, cette diversité culturelle, linguistique, qui organise la production entre les différentes régions du pays, ou pas ? Ou pas. Et là, je vais venir dans un instant sur la question de la masse critique, qui me paraît tout à fait centrale. Mais ce qui est important, c'est que ce wake-up call, ce réveil qui a sonné en Suisse, eh bien, il a impliqué beaucoup de citoyens, et il a impliqué beaucoup de jeunes. Que n'ai-je pas entendu sur « Ah, mais vous avez perdu les jeunes ». Mais
quand je regarde la réalité du vote, les gens qui se sont engagés, les jeunes, donc les 18-24 ans, ont massivement voté contre cette initiative mortifère. Parce qu'elle signifiait, encore une fois, autre chose que simplement la bonne santé du service public. Alors, il y a quelques petits enseignements que j'aimerais ici partager avec vous rapidement, parce que je vois bien l'heure qui passe. Premier enseignement, qui a intéressé beaucoup nos collègues dans d'autres pays, peut-être est-ce le cas aussi en France, on a vu émerger, à l'occasion de ce grand débat, de nouvelles alliances politiques improbables. Les super-libéraux, néolibéraux, libertariens, comme on dit maintenant, tout d'un coup en alliance avec des super-conservateurs. Ah, alors ça c'est étonnant, parce que vraiment c'est des fonds de commerce politique qui n'ont rien à voir, mais qui se retrouvent autour de la mise en cause du service public. Très compliqué d'argumenter simultanément contre ces deux mouvements qui se retrouvent dans une sorte d'alliance objective qui rappelle quelques souvenirs. Bon, on a vu ça là en 2018. Hein. Deuxième enseignement intéressant, donc les jeunes. Eh bien oui, les jeunes se sont mobilisés, et les jeunes, massivement, ont dit non, on refuse cette vision de la société complètement, au fond, cloisonnée et individualiste. Troisième enseignement, un besoin énorme de partenariat public-privé qui s'est ressenti, qui s'est observé à chaque instant dans toutes les régions du pays. Et puis, quatrième enseignement, que nous prenons aussi pour nous, évidemment, un besoin de postures différentes. Un besoin de postures différentes. Le service public n'est pas à l'abri des vicissitudes du monde. Le service public est un acteur parmi d'autres. Il doit aussi tenir compte de ce qui l'entoure. Et cette approche, cette façon d'être, cette façon aussi de dire qu'on n'a pas toujours raison, eh bien, on nous l'a vraiment exprimé, nous l'avons entendu, et je pense que c'est important pour la suite des débats. Alors, à partir de là, 3 ou 4, je vais vite, 3 ou 4 questions. Je sens une pression qui monte sur ma gauche, là, c'est terrible. Alors, première chose, notre question à nous maintenant, c'est une question de légitimité. Ce n'est pas une question de performance. C'est pas une question. Je pense qu'il faut quitter le débat sur la part de marché, la pénétration. Bien sûr qu'on doit mesurer un peu si on touche le public ou pas, mais il y a quelque chose de plus important. Il y a quelque chose qui se joue ailleurs, c'est cette légitimité, cette valeur ajoutée, cette différence. Je pense que le service public, il doit proposer un peu autre chose, en tout cas autrement. Alors, bien sûr, sur le programme, mais pas seulement. On parlait tout à l'heure de la question de la péréquation financière. Comment est-ce qu'on peut tenir debout? Comment est-ce que la Suisse romande, comment est-ce que la Suisse italienne, microscopique, arrive à proposer quand même un téléjournal qui peut régater avec celui de la RAI? Pourquoi est-ce que sur TV5 Monde, c'est le journal de la RTS qui est à 21h en Afrique? Parce qu'il n'est pas si mauvais. Pourquoi il n'est pas si mauvais? Parce qu'on organise en fait les moyens de manière solidaire entre les régions linguistiques du pays. C'est un modèle particulier, c'est une spécificité que le marché ne peut pas amener. Et je pense que dans l'intérêt, au fond, du vivre ensemble de ce pays, ce mécanisme-là est particulier et il mérite d'être défendu. Et c'est ça que les gens, je crois, ont souhaité défendre. Deuxième élément important, c'est cette question de l'utilité. Un service public ne peut pas vivre tout seul dans son coin, il doit être un agent utile à l'écosystème. Comment? On peut en débattre à l'infini. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de pistes intéressantes, au fond, sur des partenariats publics-privés un peu repensés, un peu renouvelés. Et puis, troisième élément, voilà, le service public, ce n'est pas non plus la Pandora Box, quoi. Il faut qu'il soit ouvert, transparent et efficace. On a de l'argent public, il faut démontrer comment on l'utilise. Pas de problème avec ça. Mais il faut faire un débat professionnel, il faut faire un débat sérieux, il faut comparer des pommes et des pommes et pas des pommes et des poires. Et je pense que là, en Suisse, on a encore un peu de travail, disons, sur cette dimension particulière. Et enfin, pour terminer, les questions d'ordre politique qui se posent, donc, après cette aventure, cette expérience tout à fait inédite. Si on est d'accord, et je crois que c'est un peu le cas quand même de ce que l'on entend aujourd'hui, si on est d'accord que finalement les médias, l'indépendance de l'information, etc., c'est une sorte de bien public. Si on est d'accord que c'est utile à un pays, à une démocratie, alors il faut quand même que la politique elle soit au rendez-vous de ça aussi. Et moi, je vois 2 grands rendez-vous qui me paraissent décisifs dans les discussions futures. D'abord, les conditions cadres doivent absolument, et là je rejoins ce que disait Louis Plenel, doivent absolument garantir l'indépendance. Il faut des dispositifs qui garantissent, il faut un rideau sanitaire entre les pouvoirs publics et les médias, y compris publics. Parce que moi, je défends absolument l'indépendance des médias publics aussi. Et il n'y a aucune honte à recevoir de l'argent public s'il est correctement et de manière transparente utilisé. Et puis, deuxième élément, je pense que notre organisation politique collective doit être capable de soutenir la production d'un récit commun. On a besoin d'un récit commun dans ce pays éclaté en 4 langues, en 4 cultures. Plus le monde s'internationalise, se connecte, plus il y a besoin d'avoir des récits communs. Il faut être capable de les produire. Alors, ce n'est pas que de l'info,
c'est pas que des journalistes qui font des articles, c'est pas que ça. C'est la production de films, c'est la production de concerts, de musique, c'est un réinvestissement culturel. C'est ça le récit commun. Alors voilà, moi je pense que cette aventure, qui est loin d'être terminée, elle nous a fait réfléchir sur le récit commun de ce pays. Et je pense que ce récit commun a besoin de quelques leviers. Le service public en est un parmi d'autres. Merci. Thibert Adler. Merci. Lorsque vous m'avez invité dans ce panel sur le défi politique, je me suis dit que j'allais parler d'argent public, parce qu'en Suisse, quand on dit politique, on pense à l'argent public qui va toucher quoi. Nous ne sommes pas un grand pays de visionnaires stratégiques, mais plutôt un peu des paysans comptables comme ça qui s'adaptent au monde qui les entoure. Mais je pense que l'argent public dans les médias, c'est largement réglé avec Nobilac. D'ailleurs, j'étais contre Nobilac, tant mieux. Voilà, la SSR se réforme, etc. Et il y a des enjeux quand même peut-être plus fondamentaux encore quand on parle du défi politique et des médias, dans une petite touche internationale pour AHID qui en Suisse ne se présente pas. Liberté d'expression, d'abord quand même garantir la liberté d'expression, garantir la possibilité d'avoir des médias libres de s'exprimer. Disons dans un monde où le dirigisme autoritaire devient la tendance politique du moment, on peut se féliciter que chez nous, ça ne soit pas un problème. Mais ça le deviendra, et c'est évidemment un enjeu encore beaucoup plus fondamental que qui touche quoi. L'autre, par contre, qui me semble un peu escamoté encore dans ce débat, c'est de se dire que c'est le soutien des médias au débat démocratique. On considère, à mon avis, comme trop facilement acquis. On considère que les médias déclinent, on le voit, ou ont des problèmes financiers, donc le débat démocratique faiblit, et c'est effectivement dans un pays de démocratie directe comme le nôtre aussi un souci, 38% de participation aux élections genevoises, un désintérêt politique traditionnel, mais qui s'explique aussi dans le fond assez facilement. Quel est le grand mouvement des 10-15 dernières années? C'est la transformation numérique. Quelle est la conséquence de la transformation numérique? C'est la disruption des acteurs établis. Donc les partis politiques, acteurs établis, les médias traditionnels, acteurs établis, se font un peu, pas complètement, disrupter. C'est normal. On peut accéder, on peut partager des opinions beaucoup plus facilement, on peut accéder aux institutions démocratiques plus facilement. Pensez que nous allons voter sur une initiative qui s'appelle Monnaie pleine, que personne ne comprend, à part peut-être M. Dantine, de la Banque nationale suisse, qui est dans la salle, mais c'est un groupe qui n'a aucun parti, qui n'a aucun lobby, qui n'avait aucun média, qui a pourtant réussi à récolter 100 000 signatures. Donc il y a quand même des mouvements sous-jacents extrêmement forts, y compris dans notre pays. Et quand on pense politique, médias, débat démocratique, une bonne partie du débat s'est déjà déplacée ailleurs. Et je crois que ça a été peu reconnu, et il faut reconnaître qu'un des problèmes, ce n'est pas seulement le déclin économique, mais aussi le fait que la force de prescription, la force d'influence des médias traditionnels sur le débat politique faiblit. Elle est à la baisse. Alors, quels sont les remèdes? Alors, est-ce que le politique peut agir? Quelles sont les conditions cadres sur lesquelles on peut agir? Pour ça, ce n'est pas qu'une question de financement. On peut encore parler évidemment de répartition d'argent public après, mais je pense qu'il y a des défis j'ose pas dire d'éducation civique, le mot lui-même vous indique, de formation, de goût aux politiques, de déclin du système de milice, et comment le contrer. Comment est-ce qu'on garde un débat démocratique vivace dans le fond? Comment est-ce qu'on met aussi la technologie, puisque c'est ça la grande révolution, au service du débat démocratique, du débat politique? Personnellement, j'ai voté récemment aux élections genevoises. Mes fils m'ont dit, va voir Smart Vote, utilise un outil comme ça. J'en ai beaucoup plus appris sur Smart Vote pour forger ma conviction de vote que dans les médias traditionnels. Donc je crois qu'il faut aussi maintenant replacer cette remise en question. Pas facile pour les médias de se réinventer, mais de considérer simplement, nous déclinons, nous sommes indispensables à la démocratie, donc soutenez-nous financièrement pour que la démocratie porte mieux. C'est une analyse à trop court terme. Merci Thibert Adler. La parole est aux interpellateurs, interpellatrices pour leur mitraillette de questions. Alors, une première question, surtout peut-être à Eddy Plenel, concernant la régulation. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la nécessité, si j'ai bien compris, de réguler. Sébastien Salerno disait tout à l'heure, 20% de la publicité est captée par les GAFA, surtout Google et Facebook. On sait que c'est un défi énorme pour les médias, surtout ceux qui ont un financement encore traditionnel. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a très peu de choses qui se passent au niveau des politiques dans les États, peut-être en Europe davantage, parce qu'en Suisse, on est extrêmement frileux, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc quel est aujourd'hui le rôle, ou quel devrait être le rôle des politiciens par rapport à ces monstres de captation, effectivement, qui font de la récupération de contenu et continuent à creuser ou creusent plus rapidement encore la tombe des médias traditionnels? Alors, le temps est compté. Je vais simplement vous inviter à aller sur le site de l'Assemblée nationale française,
de taper un nouvel âge démocratique, vous trouverez un rapport digne d'une démocratie participative et délibérative, d'une commission de la précédente législature, 13 députés de toutes les tendances politiques et 13 représentants de la société civile. J'étais le journaliste. L'essentiel des représentants de la société civile étaient des juristes, un peu des économistes et des spécialistes du data. Nous avons travaillé pendant 1 an sur cette question droit et liberté à l'âge du numérique. Cela a donné un très gros rapport qui répond très concrètement en termes d'écosystème démocratique, d'où son titre, un nouvel âge démocratique. Ce rapport co-élaboré et adopté à l'unanimité, une vraie dynamique de majorité d'idées, co-élaborée par des parlementaires et des personnalités de la société civile, dort depuis l'automne 2016 dans un tiroir de l'Assemblée nationale française, sachant que, comme vous le savez, nous ne sommes pas une démocratie parlementaire, nous sommes une monarchie républicaine. Et donc aujourd'hui, il y a à l'ordre du jour 2 lois qui ont été imposées par le pouvoir exécutif et qui, loin de poser les grandes questions, s'occupent de mettre des coups de butoir dans la liberté fondamentale qui est la liberté de la presse. C'est la proposition de loi sur le secret des affaires et c'est la proposition de loi sur les fausses informations qui, si elle passe en l'état, contourne la loi fondamentale qui est la loi de 1881 en France qui protège le droit à l'information. Je voudrais juste préciser quelque chose car dans le temps j'ai été un peu vite pour expliquer ce que je veux dire sur la gratuité publicitaire. La presse papier avait construit un modèle, le double filet, la publicité est à sa place et elle ne détermine pas le chemin de fer. Le département publicitaire ne se mêle pas de l'éditorial. À partir du moment où il y a le choix catastrophique, qui est la première bataille que j'ai perdue au monde, et c'est bien ça qu'a voulu tester Mediapart, le choix catastrophique de dire ce que je vends ici, je le donne gratuitement en ayant cette idée que la publicité le financera, eh bien je fais sauter la digue. Et la publicité, elle vient comme gangréner l'information. Puisque, très concrètement, vous le savez, l'algorithme de Facebook vous envoie non pas les informations qui vont vous déranger et vous faire réfléchir, mais les opinions qui vont conforter vos préjugés. De la même manière, les sites qui ont répandu les fake news pendant la campagne présidentielle américaine n'étaient pas manipulés par la Russie pour les principaux, n'étaient encore moins d'idéologie néoconservatrice. Ils étaient faits par des jeunes de Macédoine qui se sont dit « ça fait du clic, je me branche sur une régie publicitaire et je vais faire de l'argent ». J'ai démontré récemment que les sites francophones complotistes, racistes, xénophobes, qui ont eux-mêmes des régies publicitaires auxquelles ils se branchent, eh bien vous pouvez trouver des publicités pour recruter des enseignants du ministère de l'Éducation, des publicités pour recruter des militaires, des publicités pour recruter des policiers. L'État français finance ceux-là même qui produisent des fausses informations. Donc nous sommes, je le redis, c'est vraiment la bataille planétaire qui s'annonce. Ce que nous montre le documentaire était formidable là-dessus, avec le scandale des données personnelles, c'est que cette gratuité publicitaire, c'est la gangrène du débat public et de la qualité de l'information. Excusez-moi, mais pourtant, on n'a pas vraiment l'impression que ça sensibilise et que les politiciens prennent ce combat à bras-le-corps. Vous savez, je suis habitué depuis plus de 40 ans à parfois dire beaucoup de choses qui mettent du temps à sensibiliser les politiciens. Alors, exemple, l'évasion fiscale. Ouais. Pierre Maudet, une question peut-être ? 2 questions très concrètes pour mesurer le degré d'indépendance. Je crois que vous avez raison, c'est la question de l'indépendance qui est centrale. Une question pour Tibert Adler. Il y a une loi qui est en consultation en ce moment qui porte sur la question de savoir si on ne va pas attribuer une quote-part de la redevance de ce mode de ponction aux journaux numériques à condition qu'ils assurent une mission de service public. Est-ce que ID.News serait prêt à offrir une prestation de service public en contrepartie d'une part de la redevance? Deuxième question, j'ai étudié, parce que j'aime bien être concret et voir ce qui s'est fait ailleurs, le modèle autrichien qui, semble-t-il,
a intégré l'idée que la montée du populisme en Autriche devait être, tant que faire se peut, à tout le moins éclairée, voire freinée, et que ça pouvait être fait, d'où ma question sur les correspondants étrangers tout à l'heure, avec pour les médias autrichiens la possibilité de disposer d'un réseau de correspondants qui ouvre un peu les perspectives de ce pays. Est-ce que les représentants des médias ici sur le podium seraient d'accord d'entrer en matière sur un financement public de leurs médias à condition d'engager des correspondants à l'étranger? Est-ce que c'est un modèle qui heurte votre sentiment d'indépendance ou pas? Alors, c'est clair pour Edoui Plenel, petit verre de l'air. Je réponds, première proposition, redevance. Bon, au moins, disons, l'idée d'inclure les médias numériques nouveaux dans la nouvelle loi sur les médias électroniques, sortir un petit peu de la logique actuelle. En Suisse, on met de l'argent public pour préserver ce qui existe, hein, et plutôt que pour penser le futur. Pour ID.news, je suis associé à Serge Michel, effectivement, dans cette aventure de création de nouveaux médias. Je dirais plutôt non. Moi, préfère l'approche Edoui Plenel, c'est-à-dire liberté complète aussi des subsides publics et de la publicité, donc recherche pour convaincre le lecteur lui-même, la principale source de revenus. Gilles Marchand. Alors moi, je suis assez d'accord d'utiliser l'argent public pour envoyer des correspondants à l'étranger. Je pense que c'est très important. Je suis content que oui, mais disons, moi, je suis content que la SSR puisse avoir des correspondants dans beaucoup de régions du monde ou des collaborateurs qui sont parfois salariés complètement, parfois partiellement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils apportent un éclairage, justement une particularité, une spécificité suisse sur ce qui se passe ailleurs. Je pense que c'est de la valeur ajoutée. Alors, dans le cas particulier, on peut tout à fait imaginer qu'on ait des partenariats dans ce domaine-là. On peut travailler avec d'autres, on peut travailler aussi avec des acteurs privés. Je pense que c'est tout à fait possible, pour autant que les angles et les mandats soient clairs et qu'il n'y ait pas à la fin les mêmes papiers sur les mêmes antennes, sur les mêmes médias toute la journée. Voilà, ça c'est évidemment l'enjeu de tout ça. Mais sur le fond, moi je trouve vraiment très important que le financement public permette aussi d'envoyer des correspondants à l'étranger. Éric Hussely, puis ensuite on a une question dans la salle. Moi, il y a un mot qui m'a beaucoup frappé dans vos exposés, explicite ou implicite, qui est celui de la confiance. Je pense que cet élément est une des réponses les plus fondamentales aux difficultés que la presse rencontre aujourd'hui, ou les médias rencontrent, qu'ils soient d'ailleurs traditionnels ou moins traditionnels. Edoui Plenel l'a évoqué en disant l'indépendance est finalement une des conditions de la confiance. Mais dans le cas de nos bilagues, je pense que la confiance que les Suisses font à la SSR a été un des éléments absolument très importants. Ça m'amène à deux questions assez précises. La première, elle touche encore une fois à la masse critique que Gilles Marchand voulait évoquer, mais qu'il a un tout petit peu disons, oublié dans sa réponse. Si je reprends l'exemple de Mediapart, 150 000 abonnés payants, si je mets ça à l'échelle suisse, j'arrondis un peu, étant donné le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on a l'espoir d'avoir un titre de ce type-là après plusieurs années qui serait autour de 10 000 abonnés. Et ma question à Gilles Marchand, c'est la suivante. Avec les masses critiques qui sont finalement contraintes par le marché du numérique aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir réellement un service public fort et en orbite une multitude de petits groupes et de petits sites qui auront finalement pris des places de niche? Deuxième élément, c'est ma question va à Edoui Plenel. Votre version des tâches et des missions du politique me plaît beaucoup. Que les politiques fassent de la politique et pensent aux conditions cadres plutôt qu'à financer le privé. Je vous suis tout à fait dans ce domaine. Mais ce que je vois en France, c'est que les politiques pensent maintenant à faire des lois sur la vérité, quelque part, avec les fake news. Personnellement, j'ai toujours un gros malaise avec ce débat sur les fake news parce que bien sûr que je vois comme tout le monde des nouvelles formellement inventées, mais je lis aussi tous les jours, y compris dans les grands médias, des informations qui sont totalement biaisées, orientées, dont le sens est permanent et avec des a priori politiques absolument évidents. Est-ce que c'est des fake news ou pas? Ça pose un problème. Donc encore une fois, je reviens à ma question. Ce que j'aimerais, c'est de la confiance en tant que telle. Mais pour vous, est-ce que le risque que le politique, finalement, quand il s'empare du sujet, ne devienne pas en réalité, à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, non pas un allié des médias, mais qu'on retourne à l'époque de Copernic et qu'on nous définisse la vérité dans une loi de la République? Alors, nous venons de passer dans un régime autoritaire, c'est-à-dire réponse de Gilles Marchand, réponse d'Edoui Plenel, ensuite question à monsieur, et puis nous passerons aux conclusions. Bon, aux ordres. Alors, brièvement, Eric, je pense que la question de la masse critique, c'est la question suisse. Hein, parce que nous sommes petits, et nous sommes non seulement petits, mais nous sommes couverts par les autres. Alors, je pense que même le service public suisse, considéré comme très grand en Suisse,
il est face à un problème de masse critique par rapport à ces différents concurrents que sont les chaînes, pour l'essentiel françaises, allemandes et italiennes, qui arrosent complètement le territoire suisse. À cela s'ajoutent évidemment les plateformes internationales. Le problème, c'est que les coûts fixes sont les mêmes pour tout le monde. Quand moi je fabrique un film et que je le fais faire par la production privée indépendante, le coût à la minute est le même que je le fasse que pour la Suisse romande ou que je le fasse pour l'ensemble de l'Allemagne. Donc c'est vraiment une difficulté objective que nous avons et qui fait que je suis toujours un peu frileux à l'idée de faire encore d'éclater encore plus la redevance en 1000 petites pièces, parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus la masse critique suffisante pour faire vraiment, disons, cette production culturelle indispensable au pays. Maintenant, en ce qui concerne la question de ce gros service public et des petites flottilles autour, c'est un risque, mais n'oublions pas quand même que se constituent actuellement en Suisse des pôles médias très puissants, très forts, je pense en particulier à TA Média qui vient d'annoncer le rachat de Goldbar Media, et qui ont une force de frappe qui est quand même conséquente. Aujourd'hui, par exemple, dans le marché publicitaire, le pôle TA Média Goldbar sera numéro 1 en Suisse, devant nous largement. Alors, je dirais qu'il y a peut-être une déclinaison en 3. Il y aura le service public, je pense, qui devrait se pérenniser un peu suite à cette votation. Il y aura des concentrations d'acteurs médias qui consolideront plus ou moins leurs résultats selon leur stratégie industrielle. Et puis il y aura effectivement une flottille de petits acteurs importants, légitimes, utiles, mais qui auront beaucoup de difficultés, je pense, à trouver des modèles de financement pérennes. Éric, une loi sur la vérité. Vous avez entièrement raison. Et aussi, c'est l'enquêteur qui parle. L'enquêteur est au service de la vérité des faits, mais la vérité est toujours une affaire de puzzle, de contexte, de texte. C'est pour ça qu'on marche sur deux jambes, à la fois la rigueur et en même temps donner du sens et penser l'information dans son contexte. En l'occurrence, les deux textes qui sont actuellement en débat en France sont des textes caricaturaux de ce point de vue. Le texte sur les fausses informations fera qu'un juge aura référé en moins de 48 heures pourra décider qu'une information est vraie ou est fausse. C'est une violation totale de la loi qui garantit le travail des journalistes. C'est très simple. En France, on vous poursuit pour diffamation, vous démontrez la légitimité du but poursuivi, c'est-à-dire la légitimité d'intérêt public de l'information, le sérieux de l'enquête, le respect du contradictoire, la modération dans l'expression, et vous avez donc ce qu'on appelle l'exception de bonne foi, la vérité étant quelque chose, un processus beaucoup plus complexe. Et donc là, il y a la possibilité, je vous donne un exemple très concret, puisqu'il s'agit de processus électoraux, le document libyen qui est à l'origine est un des éléments décisifs de l'enquête qui maintenant fait 25 volumes, sans compter le nombre des dizaines d'articles de Mediapart, l'enquête libyenne qui concerne Nicolas Sarkozy. Il est sorti entre les deux tours d'une élection présidentielle, quand il était prêt. Si cette loi passe, Nicolas Sarkozy aurait pu empêcher, tuer cette information qui, aujourd'hui, comme vous le savez, est au cœur d'un scandale immense. Deuxième exemple, et j'en termine, la loi sur le secret des affaires. Elle définit le secret des affaires par le fait de tout ce que l'homme d'affaires a décidé qui est secret. C'est-à-dire, c'est le patron qui dit, l'entreprise qui dit « est secret ce qui est secret ». Il n'y a pas de définition objective du secret des affaires et renvoie la question du secret des affaires, non plus les tribunaux chargés de la presse, mais au tribunal de commerce. Donc je prends une deuxième affaire. Il se trouve qu'ils sont liés, puisque Nicolas Sarkozy était sur son yacht après son élection. Les révélations sur le groupe Bolloré, par exemple, qui lui aussi vient de se faire mettre en examen pour corruption, eh bien, de la même manière, il aurait pu aller devant un tribunal de commerce hors du droit de la presse. En clair, tuer la droit de la presse, c'est nous ne sommes pas au-dessus des lois, mais nous avons le droit de sortir des informations qui vont déranger et bousculer d'autres droits. Et le juge, dans le cadre de la presse, du droit de la presse, décide si nous étions légitimes à le faire ou non. Et là, vous avez deux coups de butoir qui sont immenses. Et je reviens à votre question tout à l'heure sur les politiques. Nous sommes au cœur il y a une vraie tendance globale actuellement à des pouvoirs autoritaires, verticaux, identitaires, crispés sur les injustices et les inégalités, sous toute latitude. Et la question de la vitalité du droit de la presse, donc de l'écosystème démocratique, ce n'est ni de gauche ni de droite, ça. Ça sert l'intérêt public de tout le monde. Eh bien, elle est très souvent malmenée, y compris dans ce qu'on pensait être des vieilles démocraties. Et je suis entièrement d'accord. Les
fake news, je l'ai rappelé, c'est pas le public numérique qui est au cœur des fake news, c'est l'algorithme de Facebook, je l'ai dit tout à l'heure, et le premier producteur de fake news aux États-Unis, autant que je sache, il est président. La question de la fin pour vous, monsieur, qui attendez. Donc, si vous voulez bien nous dire qui vous êtes. Ah, pardon, je m'appelle René Guichardin et puis je suis administrateur du site des Cafés Philo en France. Donc, ma question, ce serait celle-ci. Y a-t-il aujourd'hui des politiques qui sont porteurs d'une vision de l'être humain selon laquelle l'être humain aime penser, aime savoir, aime se construire avec les siens? Ou les politiques sont-ils toujours tentés par la démagogie et de s'offrir aux plus populistes? Et ma question vaut aussi pour les journalistes. Ce que j'entends d'Edu Plenel, c'est qu'il lit aujourd'hui dans le comportement des êtres humains un désir de démocratie, un désir d'autonomie. Autrement dit, j'ai l'impression qu'Edu Plenel fait le pari du savoir, d'un besoin de sens, d'un besoin d'intelligence. Et les journalistes doivent-ils être porteurs aussi de cette lecture qui met en contexte et qui facilite la construction d'une pensée par soi-même? Messieurs, qui osera répondre à cette question? Je pense que Pierre Maudet devrait quand même nous donner son point de vue. Après, on peut compléter. Hein, mais... Alors, je vais répondre exceptionnellement à la question, même si ce n'était pas prévu. Puisque je suis interpellé, oui, je pense qu'il y a des politiques qui défendent cette vision-là. Je pense, toute proportion gardée, que la situation française et la situation suisse n'est pas vraiment comparable de ce point de vue-là. Mais je pense que la solution réside dans le couple politique-journaliste, qui est un couple dangereux, parfois sulfureux, mais nécessaire. Lorsqu'on évoque tout à l'heure les 38% de participation à Genève, lorsqu'on évoque 29% de participation dans le canton de Berne pour désigner le Conseil d'État, lorsqu'on évoque le week-end passé 13% de participation dans le canton d'Oury pour désigner le président du gouvernement, on a évidemment, du côté politique, des questions qui se posent sur la faculté de donner une amplitude plus large aux débats qui se font jour aujourd'hui dans ces cercles territoriaux que sont les cantons. Donc je crois qu'il faut arriver à faire la synthèse, et puis on va arriver à la conclusion, entre la notion de confiance, c'était juste de la souligner, comment est-ce qu'on recrée une confiance, et comment est-ce que les médias, je me le place ici du point de vue politique, peuvent davantage s'ouvrir sur la traçabilité de leurs informations et dans un contexte d'immédiateté, d'accroissement du rythme, le fait que la recherche de vérité reste une préoccupation. Ça, c'est une vraie question que j'aurais pour les médias. Comment les politiques, là-dedans, peuvent donner des gages sur le fait qu'ils ne vont pas utiliser cette accélération de rythme et cette ambiance démagogique pour finalement instrumentaliser les médias. Ils doivent, de ce point de vue-là, rendre des comptes. Je pense que notre système de démocratie semi-directe nous y prédispose, mais ça ne se vérifie pas tous les jours. Et troisième et dernier élément, comment, dans ce monde où on va devoir cohabiter, on consacre quand même le principe d'indépendance, qui est le terme, je pense, clé du débat et qui doit rester parce que c'est consubstantiel finalement à notre démocratie. L'indépendance de la presse est essentielle. Et aujourd'hui, elle est remise en cause par toute une série d'éléments bien plus complexes que par le passé. Le mot de la fin à un des journalistes ou représentants des journalistes. Je le prends. Allez-y. Non, écoutez, simplement, on a passé, encore une fois, 6-8 mois à débattre en Suisse sur finalement le sens des médias, quoi. À quoi ça sert tout ça, à quoi sert ce système, est-ce que le prix de la redevance est légitime ou pas, etc., etc. À la fin, bien sûr qu'il y a des questions d'argent, bien sûr qu'il y a des questions de modèle, mais à la fin, c'est ce qu'on a entendu dans ces discussions, c'était véritablement exactement ce que vous dites, monsieur. C'est-à-dire, on a besoin, je crois que les citoyens nous l'ont dit, on a besoin d'avoir un espace culturel et médiatique dans lequel on peut discuter aussi entre nous, et puis se dire les choses, voilà. Alors moi, je pense qu'au fond, politique et médias, ils doivent garantir cet espace-là, parce qu'il est absolument central pour ce que les alémaniques disent joliment, le virgeful, le vivre ensemble. Voilà. Et ben, le vivre ensemble, c'est notre boulot, quoi. Alors on essaie de le faire. Voilà. Merci, messieurs. J'appelle... Restez sur scène, s'il vous plaît. Je vais appeler Roger Devec, s'il veut bien se mettre ici pour faire la synthèse. Je vous prends un micro. Et conclure... Okay. Je vous en prie. Donc vous avez un micro.
Donc Roger Devecq, ancien directeur général de la SSR, actuellement enseignant au Collège de l'Europe à Bruges, qui a bien voulu relever le défi de synthétiser ces débats. Merci. En bref, mesdames et messieurs, le film de Charles Kléber a posé le cadre de notre discussion. Bouleversement numérique, c'est dire bouleversement politique. Sans Gutenberg, il n'y aurait pas eu la Réforme, les Lumières, les partis politiques, les révolutions en Amérique, en France. Et le film a posé la question, nos démocraties sont filles de l'imprimerie, seront-elles filles de l'Internet ? Tandis que Eric Oesley s'interrogeait sur le fait de savoir s'il y avait, avec la fin du monopole du journalisme, souligné d'ailleurs par Yves Dacor et Tibert Adler, s'il n'y avait pas aussi, on pourrait aller plus loin, la fin du monopole éphémère de la démocratie dans le monde occidental. Le film parlait de la démocratie photodégradable. Nous faisons des outils et en retour, les outils nous font. Entendions-nous ? Eh bien, nous façonnons les institutions et les institutions nous façonnent. Nous abîmons les institutions et cela nous abîme. Et nous sommes aujourd'hui au point, je pense que la discussion l'a montré, où dans l'Internet, l'illusion que là où il n'y a pas de règles, il y aurait grande liberté est en train de s'effondrer. C'est bien le contraire qui prévaut. Là où il n'y a pas de règles, il y a des monopoles, il y a un pouvoir effréné. Et cela nous renvoie aux valeurs soulignées par le premier et dernier intervenant, soulignées aussi par Annick Dubié, qui, pour sa part, nous a donné le « là » de la discussion, nuances et contrastes, ombres et lumières. Et n'oublions pas que les médias sont les enfants des Lumières, à une époque où nombre de forces politiques mettent en cause les valeurs des Lumières et donc, de ce fait aussi, les valeurs du journalisme. Division des pouvoirs, intégration, inclusion dans la société, respect de la dignité humaine, respect des droits humains, respect des minorités, soutien à la culture et donc aussi à la civilisation, tout cela, aujourd'hui, n'est plus l'objet d'un consensus dans notre société. Et n'oublions pas que si les médias sont les enfants des Lumières, c'est les fondements même de leur travail qui aujourd'hui sont mis en cause par ces forces politiques, puisque des médias qui ne se référeraient pas aux Lumières ne se référeraient pas à leurs véritables valeurs, y compris bien entendu l'indépendance, soulignée par Edwy Plenel, et avec l'indépendance, son corollaire, la confiance. Nous avons parlé alors du défi professionnel, et Nathalie Pignard-Chenel a souligné qu'il fallait, je résume en quelques mots, se concentrer aussi dans la formation et dans l'action sur l'après-papier, le hors-papier, la vente du papier, le management du papier. Nathalie Ducommun a souligné à quel point il était important de faire du journalisme en lien avec le public. Gaël Hurlimann a parlé de l'extension de l'offre. Oui, tout cela est probablement très important, mais n'oublions pas non plus que ce n'est pas la numérisation ce n'est pas le journalisme qui devrait être au service de la numérisation, mais c'est la numérisation qui devrait être au service du journalisme. Nous sommes là pour raconter des histoires vraies, tout comme dans la fiction, on raconte des histoires véritables. Et la raison d'être du journalisme, c'est de raconter ces histoires. C'est la meilleure façon de faire ce que préconisait précisément Madame Pignard-Chenel, de mettre en avant la valeur ajoutée du journalisme. Alors, bien entendu, nous avons passé à la compétence et à l'argent. Et Pierre Maudet a souligné à quel point cette compétence pouvait être mise en cause à la faveur de son exemple, du correspondant, à la faveur de l'exemple de la diversité, de la masse critique. Et Jean-Marie Charon du CNRS nous a rappelé à quel point le modèle d'affaires pour un journalisme qui s'adresserait au plus grand public est mis en cause. On peut être encore plus cru et dire qu'on ne gagne presque plus d'argent aujourd'hui avec le journalisme grand public. Il y a une réduction des rédactions, il y a une concentration des rédactions, et c'est le défi majeur pour la politique des médias, défi majeur aussi pour la démocratie, parce qu'une démocratie, et Sébastien Salemo l'a souligné,
une démocratie où les médias meurent, eh bien la participation civique meurt avec elle un peu aussi. Les journaux transforment les lecteurs en citoyens, nous disait-il. Alors les modes de financement à l'avenir, si l'on laisse le marché tout simplement fonctionner, il y aura la mainmise par des plutôt populistes, à la Murdoch aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, ou à la Christophe Blocher en Suisse. Puisque les médias ne sont plus rentables, ce sont des forces politiques qui ne veulent pas nécessairement gagner de l'argent, mais qui veulent augmenter leur pouvoir politique, qui investissent dans les médias. Il y a la deuxième solution constructive, beaucoup plus importante, mais de portée parfois limitée pour le grand public, à savoir un journalisme financé par le mécénat et le crowdfunding. Et des exemples tout à fait saisissants nous ont été présentés. Il y a le financement public, et n'oublions pas l'importance du service public traditionnel, que défend et illustre avec brio et avec vigueur mon successeur Gilles Marchand. Il y a des modèles d'aide directe à des médias, le modèle scandinave par exemple, qui maintient toute l'indépendance. Il y a le modèle qui a été développé en Suisse alémanique par Hansi Voigt, de développer une infrastructure numérique pour nombre de petites rédactions, de journalistes indépendants qui n'ont tout simplement pas les moyens. Et les infrastructures numériques sont tout aussi chères que l'étaient les imprimeries jadis, qui n'ont pas les moyens de suivre, et un financement public des infrastructures sans aucune intervention sur les contenus, infrastructures pour la distribution, infrastructures pour le micro-billing, infrastructures pour des logiciels de commercialisation, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, serait une possibilité tout à fait réaliste et une possibilité qui soulignerait ce que Sandra Jean ou Serge Michel souhaitaient, le soutien neutre à des petits acteurs. Et puis n'oublions pas qu'il peut y avoir aussi un financement public au niveau régional. Le quotidien La Liberté montre à quel point cela peut être un succès. Et puis, pour contribuer à ce financement, il faut, et Laurent Keller et Gilles Marchand l'auront souligné, jouer en équipe. Les anciens conflits entre le service public et les médias privés dans un pays aussi petit que le nôtre sont complètement anachroniques. Et puis n'oublions pas non plus ce qu'a souligné par exemple Edwy Plenel et d'autres, qu'il faut changer les conditions cadres. Tant que les géants globalisés comme Facebook ou Google ou d'autres ne payeront pratiquement pas d'impôts, la gratuité sera d'autant plus dévastatrice. Et ils pourront d'autant mieux se payer leur modèle d'affaires. Nous sommes à un point, et j'en arrive à la fin, tout à fait décisif. Nous avons observé à quel point la société américaine est scindée. Le monde politique est scindé, les espaces publics sont scindés, les deux systèmes médiatiques qui prévalent aux États-Unis ne se rencontrent pratiquement plus. Fox News, les radios qui ajoutent à la haine, et puis les réseaux sociaux bourrés de fake news d'une part, et puis les médias attachés aux anciennes valeurs de l'autre part. Il me semble que nous entrons dans une nouvelle phase. Nous étions habitués depuis 3 décennies, 4 décennies, à un combat politique au sein d'un espace public défini. Aujourd'hui, il y a un combat sur la nature même de ce que sera l'espace public à l'avenir. Et les populistes aiment les bulles, parce que c'est dans les bulles qu'on peut chauffer, alors que quand on est confronté à un espace public véritable, un espace public qui n'est pas fragmenté en 1000 Internet communities, le débat démocratique prévaut et la chance que les arguments puissent s'imposer est meilleure. Alors, à la recherche du journalisme perdu? Non, je dirais à la recherche du journalisme d'avenir. Eric Usley nous disait que le journalisme doit faire comprendre le monde. Ariane, d'ailleurs, nous a fait une déclaration d'amour. Elle adore son métier pour ne pas subir le monde, mais le changer. Nathalie Ducomin, plus modeste, veut raconter le monde. C'est parfois d'ailleurs la meilleure façon de le changer. Et Gilles Marchand a souligné qu'il faut raconter ensemble, qu'il faut des narratifs communs, en recherche permanente de la vérité, comme le soulignait Nathalie Ducomin. C'est certainement la meilleure façon d'être nécessaire. Et le film posait la question, est-ce que ce sera un monde meilleur, de façon ironique? En tout cas, ce sera un monde différent
et un journalisme très différent. Pour revenir au temps présent, je dis merci aux orateurs, aux interpellateurs, à commencer par Pierre Maudet, parce qu'il a renversé le jeu, à Annick Dubié, qui nous a si bien conduits à travers cet après-midi, à Charles Kléber, qui est la cheville ouvrière et la force motrice de tout cela, à toute l'équipe qui a contribué au succès de cette rencontre, à l'Institut, qui nous a offert plus que l'hospitalité, et à vous tous, mesdames et messieurs. Merci. Merci à vous, Roger Devecq. Merci au public pour votre patience, votre bienveillance et bon retour chez vous.